et je me suis effectivement spécialisé dans le début des aventures des marques e-commerce. J'aime quand c'est le bordel, j'aime quand c'est le chaos, j'aime apporter de la valeur. On se concentre vraiment sur une offre, généralement l'offre découverte ou vraiment le petit pack, le bundle, ce qui est le plus, encore une fois, sexy pour la marque. Et j'ai un peu du mal avec les gens qui te disent ouais, faut faire tel type de structure, tel type de machin. Bon oui, il y a Andromeda, il y a des nouveaux algos, et la créa, c'est le nerf de la guerre. Sur la structure de media buying, moi je suis un peu encore à l'ancienne, 1, 2, 3, 4, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est important d'avoir un fondateur ou une fondatrice qui incarne et qui passe le plus clair de son temps à vouloir diffuser son message, à montrer que son produit il est génialissime, des bonnes marges, un bon fondateur, une bonne fondatrice, un concept qui pour moi me paraît innovant. C'est un peu rêveur de dire on a fait 300 000 balles de chiffre en 3-4 mois et un produit market fit. Alors le but c'est que les ads s'autofinancent très vite. Ouais. Je pense qu'en l'espace de 1 à 3 mois, je sais si ça va marcher ou pas. Je suis un fervent défenseur du créer à l'iPhone, pas de micro, rien, et c'est ce qui marche le mieux. Et je pense d'ailleurs que toutes les boîtes devraient faire que ça. Je veux qu'ils passent le plus clair de leur temps à faire des vidéos, à parler, à essayer de diffuser leur message. Tout est toujours emboîté, quoi. Il y a toujours triptyque, conversion, CPC, panier moyen, derrière t'as les marges. Je pense que tout peut être profitable, à condition que si t'as un facteur qui est moins bon qu'un autre, faut que les deux autres compensent. En fait, moi je ratisse très large au début, parce que si t'arrives à trouver quelque chose qui en plus parle à tout le monde et qui marche, tu vas pouvoir envoyer dessus. Mais si t'as fait 300 000, normalement tu fais 1 million. Bonjour à tous et bienvenue dans D2C, le podcast des experts du e-commerce. Ici, on reçoit des pointures du e-commerce dans leur domaine respectif. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être accompagné de Thibaut Rabardel. Thibaut, comment vas-tu ? Ça va très bien, je suis stressé, c'est mon 2e podcast comme je te disais, donc ravi d'être avec toi. J'ai entendu que de bonnes choses et on travaille plus ou moins ensemble maintenant sur certains projets, donc c'est avec plaisir que je viens discuter de Zero to One. Et très content de t'avoir ici et je te rassure, ça se voit pas du tout que tu es stressé, donc c'est top. Thibaut, je vais te présenter un petit peu, ensuite je te laisserai te présenter. Donc tu as accompagné un peu plus de 15 marques que tu as aidé à passer de 0 à 1 million, certaines plus. C'est d'ailleurs ton créneau principal. Il y a certaines marques qui sont aujourd'hui d'ailleurs très connues dans le domaine du e-com français. J'en cite quelques-unes, Dali, Exode, Rebel Snack, Humble Plus, entre autres. Tu es particulièrement spécialisé dans les lancements et les premiers paliers. Donc vraiment faire partir des marques de 0 et les emmener à 1 million et plus. À côté de ça, tu as aussi d'autres activités, notamment une formation qui s'appelle e-commerce launcher via une school que tu animes qui aide des marques justement à se développer également, et tu investis aussi dans certaines des boîtes que tu accompagnes. Donc tu as quand même un quotidien qui est assez chargé. J'ai plein de questions à te poser sur notamment comment faire passer une marque de 0 to 1. On a beaucoup de marques e-commerce qui nous écoutent, beaucoup qui sont à des stades plus ou moins avancés, donc je pense que ça va être très intéressant. On va creuser plein de sujets, on va creuser les ads, on va creuser évidemment tout ce qui touche au CRO, au e-com, à l'offre. On va voir toi quelle est ta méthode, comment tu sélectionnes des marques, ce type de choses. Donc voilà, mais ce que je te propose pour démarrer, c'est peut-être de te laisser te présenter rapidement. Que dire de plus ? Effectivement, moi j'ai commencé en agence chez Kudak au tout début. Je suis à mon compte, disons en solo, depuis 3 ans et demi maintenant, donc ça commence à faire un petit moment, et je me suis effectivement spécialisé dans le début des aventures des marques e-commerce. Je suis, je pense, plus initiateur que gestionnaire. J'aime quand c'est le bordel, j'aime quand c'est le chaos, j'aime apporter de la valeur, et donc quoi de mieux qu'est d'être au début des aventures e-commerce et de tout faire pour lancer la croissance d'une marque, prouver à son fondateur que c'est possible. Donc je suis spécialisé là-dessus, 0 à 1 million, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10. Et généralement, quand ça devient trop gros, je pars pour reprendre un projet de 0. Et à côté, effectivement, cette petite school où j'avais beaucoup de demandes, et effectivement, en étant freelance, tu vends ton temps, donc je ne peux pas prendre 100 000 projets. L'idée, c'était de dire, regardez ce que moi je fais, prenez si vous voulez, et puis si vous êtes content, tant mieux, si vous n'êtes pas content, tant pis. Alors, comment t'en es arrivé à te spécialiser dans les lancements e-commerce ? Parcours en agence, donc j'ai pu toucher à plein de projets, e-commerce, non e-commerce, gros, petit, et moi j'ai besoin de me sentir utile et important dans le projet. On a beaucoup aujourd'hui de projets très intéressants, avec des fondateurs qui des fois ne savent pas par où commencer. Je considère qu'aujourd'hui c'est un peu la jungle, le e-commerce, et donc moi je me positionne un petit peu en tant que accompagnateur, en disant tu vas pas aller choisir 50 000 agences, on va faire 80%, on va faire le 20% qui apporte 80% des résultats, et ayant touché à tout et étant un petit peu
suis pas niché, si tu veux. Je touche aussi bien à la creative stratégie, au media buying, en passant par le CRO, le copywriting, toutes ces choses-là. Pour les petites marques, c'est le besoin. En fait, ça match clairement avec ce que moi je propose et leurs besoins. Quand une marque grossit, il y a besoin de se spécialiser un petit peu sur tous les vecteurs, tous les canaux. Donc moi j'ai trouvé chaussure à mon pied et ça a l'air de plutôt plaire aux marques. Donc j'en suis arrivé là un petit peu comme ça, par passion plutôt que par réflexion pure et dure. Ultra intéressant, on va venir un peu en détail sur notamment les critères de sélection, le nombre de marques avec lesquelles tu bosses. Donc, ça fait 3 ans et demi que tu fais ça. La première marque que tu as accompagnée, du coup c'était, j'imagine, il y a 3 ans et demi. Ouais. Quel a été ton premier gros succès, s'il y en a un, si tu peux en parler? La première marque que j'ai eue, je l'ai toujours aujourd'hui, je suis associé, elle s'appelle Exode. On fait des cosmétiques à l'huile de nigel et ça dure depuis 3 ans et demi maintenant et pour l'instant c'est pas prévu de s'arrêter. Donc c'est, je pense, un succès. On a démarré de rien du tout. Et aujourd'hui, je pense que dans l'univers du déodorant, on a notre petite place, que ce soit en B2C, en B2B. On a réussi à construire quelque chose d'assez bien, de rentable, parce que moi, je fonctionne beaucoup à la rentabilité. Dépenser de l'argent pour dépenser de l'argent et faire croître une marque sans être rentable, c'est pas forcément ce pourquoi je fais les choses. Donc, on est rentable, on a construit une belle équipe, on est connu, à notre niveau, évidemment. Mais je pense que c'est le premier client et aujourd'hui... c'est plutôt même un ami, quoi. Donc c'est très cool. Très belle ref, Exode, on en parlait juste avant de démarrer l'épisode. On a fait une petite vidéo avec mon associé où on analyse plusieurs marques et dont fait partie Exode, donc tu vois, on les prend comme référence dans le e-com, donc ça me touche. Donc bravo pour ça. On a cité quelques marques que tu as accompagnées tout à l'heure, donc Nali, Exode, entre autres, certainement tes associés. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, toutes ces marques? Elles ont plein de choses en commun. Je pense qu'avant tout, elles ont un positionnement qui est fort. Elles ont une promesse qui est unique, sur leur marché du moins, différenciante. Et c'est d'ailleurs ce que je regarde en premier lieu. Mais je pense que tu prends Nali, tu prends Rebelle, tu prends Humble, tu prends Exode. Elles ont trouvé leur positionnement. Elles ont de la concurrence, mais direct, pas réellement, parce qu'elles se sont créées leur marché dans le marché. Deuxième chose, je te dis un peu tout ce que j'ai en tête comme ça, mais elles sont très bien incarnées. Nali est très bien incarné par les fondateurs, Exode l'avait aussi, Humble également, Rebelle aussi. Donc ça, c'est quelque chose que je regarde beaucoup et je pense que surtout pour le 0 à 1, 2, 3, 4, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est important d'avoir un fondateur ou une fondatrice qui incarne et qui passe le plus clair de son temps à vouloir diffuser son message, à montrer que son produit il est génialissime. Donc ça, plus le positionnement qui est bien construit, c'est déjà 2 énormes points communs entre toutes les marques avec lesquelles je travaille aujourd'hui. Une bonne partie qui passe sur qui va être m'associer aussi. Ça, c'est la cerise sur le gâteau qui fait gagner 1 an de croissance. Tu t'es jamais posé la question de lancer une agence? Parce que tu dois avoir quand même pas mal de demandes. Tu commences à être assez bien référencé sur ton créneau, justement, le 0 to 1. Tu t'es jamais dit, tiens, si je prenais plus de clients, je recrute des gens qui le font à ma place? C'est là où on va peut-être se taper dessus pendant ce podcast. J'aime pas les agences. Je pense que, et on bosse sur certains projets ensemble, et je pense qu'à un certain moment, c'est important d'avoir des agences. Ouais. Sur mon scope à moi, je suis pas certain que ce soit le meilleur move. Donc moi, j'ai pas envie d'avoir 150 000 clients. J'aime pas forcément le management. J'aime bien me qualifier comme un électron libre un petit peu. Et j'ai pas envie un jour de devoir, favoriser les intérêts de mon agence avant ceux de mes clients. Je mets pas mal d'ego dans mes projets et c'est comme si c'était des membres de ma famille, pas dès le premier mois, mais au fur et à mesure de la collab. Donc je suis dévoué à 400 000% et je me dis, si demain je commence à faire une agence, je vais avoir aussi tous mes sujets de croissance, de recrutement, de churn, de machin. J'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. Je comprends. C'est pas évident. Pour être de l'autre côté, je vois très bien. Après, tu le fais très bien. Je te remercie. Il y en a qui le font moins bien. T'as une school également. Alors attends, avant de passer là-dessus, donc tes clients t'en accompagnent combien aujourd'hui en moyenne chaque année? Y a des clients qui sont là depuis très longtemps. Donc là j'ai pris aucun projet depuis 18 mois. Parce que j'étais sur des sacrées années de croissance et plus le temps passe, plus les BP sont ambitieux. Là, je viens d'en reprendre une et je cherche potentiellement à en prendre 2 ou 3 autres, mais au compte-gouttes. Et il faut que ce soit un kiff, un fit humain, potentiellement que je puisse rentrer au capital. Et si je repars sur un projet, c'est pas sur 3 mois.
C'est sûr, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc j'en prends très peu. J'en ai très peu. Je dois avoir 5-6 marques qui tournent. C'est le max que tu prends. Ouais, je suis plus. J'ai été, avec 3 ans et demi de freelance au début, on cherche à faire ses preuves. Donc on prend peut-être des fois trop de clients. On n'arrive pas à donner la valeur à tout le monde. Et puis on regrette un petit peu. Bon, faut assumer d'avoir trop de clients. Mais j'ai testé. Franchement, je suis plus là-dedans. Je préfère maintenant partir sur des projets et viser potentiellement une petite bascule, un petit billet avec un exit à 2, 3, 4, 5 ans. Je vois les choses plutôt comme ça que agence, Presta et MRR. Enfin, je joue le long terme maintenant, le moyen terme du moins. Il me semble d'ailleurs que tu as fait... je sais pas dans quelle mesure tu as le droit d'en parler, mais tu as fait ton premier exit sur une des marques que tu accompagnais. Ouais, c'était d'ailleurs le sujet qu'on abordait juste avant. Je vais pas trop dire grand-chose là-dessus, mais c'est fait. C'était, disons, un peu un rêve en me lançant à mon compte en sortant d'agence, en me disant je vais prendre des jeunes marques et un jour, on va tellement les emmener loin que quelqu'un va la racheter. Donc ça a été fait, il y a 3 semaines, 1 mois. Bravo. Le premier d'une longue série, je l'espère. J'espère en faire un autre l'année prochaine. Mais disons que c'est un beau succès et je suis content. Et mon père notamment et ma mère commencent à se dire c'est plutôt pas trop mal ce qu'il fait. Donc ça permet, si tu veux, de rendre tout ça concret, crédible. Et je suis trop content, c'est trop cool. Trop bien, félicitations. Est-ce que tu peux nous parler de ta school en 2 mots ? Ouais, en 2 mots, parce que c'est pas le but non plus. Aujourd'hui, je considère que ce que je fais pour les marques avec qui je travaille, ça marche, parce qu'on le voit dans les croissances. Et donc, moi, j'ai un peu un problème avec tous les théoriciens et les vendeurs de rêves, dropshipping, etc., etc. Et je veux juste partager ce que moi je fais. C'est pas une formation. Tu le vends un peu, tu m'as dit que c'était une formation, mais c'est plutôt un QG où tout ce que je fais, je le montre. Donc il y a des choses des fois qui sont un peu osées, mais je montre tout ce que je fais en disant aux gens, vous pouvez répliquer, vous pouvez copier-coller, faites-le de votre côté aussi, gagnez du temps, évitez de faire des erreurs. Si ça marche pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Donc en fait, c'est mon bac à sable où moi je montre tout ce que je fais, les gens prennent ce qu'ils veulent, des idées créa, des idées de landing page, des techniques pour écrire des mails, des choses comme ça. Moi, je teste tout, je montre les chiffres carrément, et derrière, ils viennent se servir, donc ça leur permet aussi d'avoir un flux d'idées en plus, en fait, qui leur permet des fois de se dire « Ah, mais ouais, j'avais pas pensé à ça, j'essaye, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. » Intéressant, c'est plus les coulisses en fait de ce qui se passe chez les marques que vous accompagnez. Je partage mon quotidien, ce qui marche pas, les OP qu'on fait, je fais des bilans en mode regardez ce qui a marché, voilà les ads qui ont tourné, les top ads c'était celle-ci, les mails on a fait 2 relances tel jour, on les a écrits comme ça, je montre tout et moi j'aurais adoré voir ça il y a 3 ans. Donc maintenant je me dis si ça sert à quelques personnes, franchement je suis content et on va pas se le cacher, ça me permet d'avoir un petit peu d'argent qui rentre aussi scalable. Je vends pas mon temps là-dedans donc c'est trop cool. Trop cool. Si on parle un peu de ta méthode maintenant, on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet. Avant même de parler du lancement, il y a une phase en amont, j'imagine, de sélection des projets. C'est quoi tes critères avant d'accepter une marque ? Alors, on en a parlé, il faut que le concept soit unique, idéalement. Ça veut dire quoi, unique ? Unique, c'est... je vais prendre un exemple un peu con, mais si on me propose une énième crème naturelle qui rend la peau belle, pour moi, il y en a 50 000 sur le marché, ça va être trop compliqué. Par contre, je prends Nali, une crème au safran, avec un positionnement sur le safran, et tout un écosystème autour, storytelling, éducation, toutes ces choses-là. Ça va me plaire. Donc, j'ai besoin de sentir... Bon, je fais beaucoup de feeling, même que ce podcast-là, tu vois bien que ça va être du feeling. J'ai quelques idées en tête, mais je vais rien réciter. Le concept, pour moi, il faut que le positionnement me paraisse unique ou puisse être mis en lumière de manière unique. Ça, c'est la première chose. Le fit humain, évidemment, et la capacité en interne à incarner la boîte. Est-ce que c'est le fondateur, la fondatrice, ou on peut aller plus loin, mais un fake fondateur ou une fake fondatrice, mais quelqu'un qui va être l'image de la marque. Ça se fait, ça ? Ça se fait beaucoup. Okay. Y a plein de marques où on pense que c'est les vrais créateurs, mais c'est pas les vrais créateurs. Personne n'y voit rien et moi, ça me gêne pas. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui incarne, qui puisse travailler avec moi très rapidement. On envoie 20, 30, 40 scripts ads et en fait, ça va très vite. Et au fur et à mesure, cette personne-là apprend à travailler avec moi et on n'a pas d'intermédiaire, ça va super vite, c'est cool. Derrière, évidemment, les marges brutes. Donc demain on vient avec un produit avec 50 ou 60% de marge, aujourd'hui c'est trop peu. C'est quoi ton plancher Moi je regarde 80% de marge brute, donc juste COGS sans compter l'expédition, idéalement des produits à récurrence.
avec une LTV qui peut... j'évite les achats one-shot, pardon. On travaille aujourd'hui, tu le sais autant que moi, mais rentabiliser le premier achat, c'est pas toujours facile. Quand ça l'est, tant mieux. Mais quand ça ne l'est pas, ça peut aussi être une aventure profitable parce qu'on fait racheter le client une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc il faut qu'il y ait une dynamique de LTV possible, des bonnes marges, un bon fondateur, une bonne fondatrice, un concept qui pour moi me paraît innovant. On peut arriver sur un marché concurrentiel mais changer le mode de fonctionnement ou la manière dont on met en avant le produit et derrière c'est à peu près tout, je pense. C'est déjà pas mal. Il y a sûrement d'autres trucs qui me reviendront au cours de nos échanges. Est-ce que tu as des secteurs que tu évites où tu te dis no go, trop concurrentiel? J'irai pas aujourd'hui sur le marché du collagène. J'y suis avec Humble Plus. Se lancer aujourd'hui là, compliqué. Je pense que c'est compliqué. On voit plein de petites marques qui essayent. Déjà que nous, Humble, on est arrivé un peu tard. La tendance était déjà là. Aujourd'hui, on m'en propose. Bon, déjà, il y a des soucis de conflit d'intérêts, ça c'est sûr. Donc, par définition, c'est mort. Maintenant, j'aimerais pas, moi, lancer une énième marque de collagène aujourd'hui. Je pense que c'est compliqué. Autre exemple, je sais pas, les culottes menstruelles. Bon, on m'a proposé des trucs aussi, mais il y a tellement de concurrence d'acteurs que c'est compliqué. Les cafés adaptogènes, on me propose des trucs, j'irai pas. Je considère qu'il y a des gros acteurs aujourd'hui, type Bonjour, French Mush, etc., qui sont déjà en place. CBD, alcool, tous ces trucs-là, où il peut y avoir des limitations en termes d'acquisition de publicité, ça m'intéresse pas non plus. Il faut que ce soit quand même du mass market qui n'ait pas trop de limites. Food, t'y vas ? Food, on fait avec Rebel Snacks sur les bonbons sans sucre ajouté aujourd'hui, c'est génial. Je suis en train de voir pour potentiellement m'associer sur d'autres boîtes type food beverage, boissons notamment. Ça pourquoi pas. Intéressant. Est-ce que c'était déjà arrivé de lancer des marques qui où ça n'a pas marché justement, ou qui ont plafonné, tu vois, qui ont évidemment. Fait 100, 200, 300 évidemment, même moins que ça. Si tu prends 3 ans et demi, encore heureux qu'aujourd'hui je te dise pas non, tout marche. Je suis pas un magicien, loin de là. Le but n'est pas du tout de dire c'est facile. J'ai eu des misfits complets avec des produits que je considérais il y a 2-3 ans avoir du potentiel, mais en fait j'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui. C'est le produit qui faisait que ça marchait? Il y avait beaucoup de produits où c'était des fois un peu trop tiré par les cheveux, les marges étaient trop basses et on se disait j'avais beaucoup de motivation et de proactivité en disant si ça va le faire. Force est de constater avec un peu de recul maintenant que c'était quand même compliqué. Donc pas de fit sur le produit, pas de marché en fait, tout simplement. Des trucs un peu trop tirés par les cheveux. Je sais pas s'il va se reconnaître, mais j'avais tenté de vendre un kit de béton ciré hors de prix, avec des marges assez faibles pour refaire ses intérieurs. Je sais pas si aujourd'hui ça fonctionne, je crois pas. Mais c'était en y réfléchissant aujourd'hui, parce que quand on s'est parlé de faire ce podcast-là, je me dis il va falloir que je me rappelle certaines choses. Aujourd'hui, j'irais pas du tout. À l'époque, je démarrais et je me disais on peut tenter. Et après, tu as des fits des mauvais fits et des problèmes qui se posent sur peut-être qu'en réalité, il n'y a pas assez de trésor, il n'y a pas de cash, il n'y a pas assez de marge, il n'y a pas assez d'implication de la part du fondateur ou des équipes parce que c'est un side qui en fait ne veut pas forcément trop développer. Il y a eu des ratés, il y en a de moins en moins parce que maintenant, tu vois, je donne un exemple, j'en parlais hier soir avec des amis, mais je demande à tous les coups un business plan. Ce que je faisais jamais avant. Et même si la boîte, elle a fait 10 000 balles depuis le début, business plan, au moins pour voir comment réfléchit la personne, est-ce qu'elle a pensé à toutes les charges, est-ce que même si elle est en micro aujourd'hui, elle sait qu'elle va payer la TVA, etc. quoi. Ok, intéressant. On pourrait se dire, justement, avec une approche un peu... on y va, on est très... on est très exec... La strat, on verra plus tard, tu vois, mais c'est plus pour jauger à quel point le fondateur ou la fondatrice... Aujourd'hui, j'ai pas envie de perdre de temps. En fait, tu peux pas prendre 50 000 projets. Donc, si je prends en plus le mauvais, je vais perdre du temps. Je vais peut-être dire non à d'autres qui sont plus intéressants et c'est un peu frustrant des fois. Donc, j'essaye le plus possible. On peut pas voir dans une boule de cristal, donc je sais pas ce qui va se passer. Mais j'essaye au maximum de me rassurer sur le fait que ça tient debout, cette histoire. C'est quoi à peu près, si tu communiques dessus, ton taux de succès, de marque qui arrive à passer le million sur celle que tu accompagnes? J'en sais rien. Moi, je dis et je mets en avant qu'il y a eu 15 fois 0 à plus d'1 million de chiffre d'affaires et j'ai peut-être bossé avec
30 marques au global. Donc 1 sur 2, quand même sachant qu'au début, il n'y avait pas 50% de réussite. Maintenant, c'est plus élevé. Au début, c'était peut-être en dessous de 50. Maintenant, c'est au-dessus de 50. Ce qui est déjà très solide pour être dans le e-com et avoir bossé avec pas mal de marques qui étaient... Bon, maintenant, on accompagne plutôt des marques qui sont après, qui font déjà 2-3 millions et qui vont à 10, 20. Mais on n'avait pas ce taux. J'ai, je pense, aussi beaucoup de chance d'être tombé sur des projets avec des fondateurs géniaux, avec des équipes géniales. Donc c'est en aucun cas 100% grâce à moi. Ouais. Si on parle un petit peu justement des différentes phases, la première du coup, donc sélection, ensuite tu as le lancement. Ça m'intéresse de savoir ce que tu fais au départ. C'est quoi le setup ? Sur quoi tu commences, tu démarres la collab day one, qu'est-ce que tu vas checker, si tu peux donner un petit peu de contexte là-dessus. Ça me fait bosser comme ça mes offres, parce que on me demande souvent mais qu'est-ce que tu fais concrètement, et c'est pas tout le temps la même réponse. Tu réponds quoi à ça? Je dis moi-même je sais pas. Moi en fait je garantis la croissance d'une boîte d'une manière ou d'une autre, et je fais tout faire pour. Mais grosso modo, aujourd'hui on part de l'offre. Pour moi le truc le plus important pour faire voire ses premiers millions d'euros, c'est l'offre. Donc par offre, j'entends plusieurs choses. Il y a effectivement c'est quoi le positionnement concret, unique, différenciant, et comment on va le faire rayonner sur le site. Donc je commence par regarder le site, parce que on va pas créer le site de zéro non plus. Idéalement, j'aime bien que la personne ait quand même pensé le truc. Alors est-ce qu'elle a fait quelques milliers d'euros? Est-ce que peut-être quelques dizaines au maximum? C'est jamais des énormes sommes. Mais je me fais un avis je me mets à la place. Moi, je pense que c'est un peu la clé du truc, mais j'arrive à me mettre à la place de tout type de clients et de revoir quel serait l'avis et qu'est-ce qu'ils en penseraient en 3 secondes en arrivant sur le site. Donc moi, sur cette base-là, je fais ma version. Je suis plutôt pas mauvais en copywriting, j'aime bien ça, et je pense que c'est un des éléments les plus importants pour faire ton premier million. Donc dans la partie offre, il y a évidemment copywriting, la manière dont on crée en fait le désir, et il y a aussi l'offre, le bundle, quel prix, est-ce qu'il y a des petits cadeaux, est-ce qu'il y a une petite remise, est-ce qu'il y a un pack découverte sans aucun frein, ultra sexy, en mode... En fait, il faut que je l'achète maintenant. Donc ça, c'est vraiment le premier truc qu'on essaie de construire. On regarde si c'est rentable, on calcule un peu les marges, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit viable, qu'on fasse un maximum d'acquisitions. À ce moment-là, il n'y a toujours pas de LTV, de trucs, de machin. C'est vraiment, on veut que n'importe qui arrive sur le site, il y ait le plus haut taux de conversion, le meilleur panier moyen. Ce sont des hypothèses, parce que généralement, on n'a pas lancé grand-chose. Mais ça, c'est vraiment la base du truc. Moi, j'essaye de faire une proposition de comment je verrais le projet, parce que je m'imagine être son fondateur. Alors, je ne le suis pas. Deuxième étape, c'est toute la partie créative stratégie. Comment on va essayer de rendre ce message un petit peu sexy, avec quel type d'ads, essayer de commencer à faire une vingtaine de formats avec des angles et des formats différents. Pas 50 000 variantes de la même chose. On essaie de voir toutes les manières dont on pourrait en parler avec un discours assez simple, FOMO, bien pensé, qui donne envie d'en savoir plus. Donc tu as l'offre avec la créastrat derrière. Ensuite, on lance Meta. On se fait pas chier à faire du Google, du machin, c'est Meta. Et c'est à peu près tout. Est-ce que tu t'interviens, toi, sur tout ce qui est tracking, avis client, ce genre de choses? Est-ce que c'est indispensable au départ ou... Oui. Alors, tracking, non. Server-side, ceci, cela. Il y a des boîtes où on fait 3-4 millions et le tracking, c'est juste le haut niveau de données Shopify, Pixel. Donc, je pense que ce n'est pas une priorité en démarrant. Okay. Forcément, quelqu'un qui a une boîte avec des moyens, des équipes et qui a beaucoup plus, qui lève peut-être des fonds dès le départ et qui veut aller plus vite, bon, ok, pourquoi pas faire du server-side. Moi, au début, c'est le tracking ultra basique. Tu le garderas ou non dans le podcast, mais il n'y a même pas de bannière de cookies. RGPD, je le veux pas. Je veux traquer un maximum et des fois jusqu'à 1-2 millions, on la met toujours pas. Et ça nous fait quand même gagner beaucoup en termes de connaissances, de data et tout. Bon, on le mettra ou non dans le podcast, on verra. Et après, l'autre question, c'était... avis client. Avis client, il y en a pas souvent dès le démarrage, ou alors c'est les proches, la famille. Important pour la... Je suis OK pour en faker. Okay. Pareil, chacun voit midi à sa porte, mais le but, c'est de vendre. Moi, je suis conscient qu'on a un super produit, il n'y a peut-être pas suffisamment de preuves sociales, inventons un petit peu. On peut au début, du moins, pas tricher, mais arrondir les angles. Tu bosses avec des projets qui ne sont pas sur Shopify ? Non. 100% Shopify ? Ouais. Ok. Klaviyo. C'est d'ailleurs 100% Klaviyo aussi ? 100% Shopify, 100% Klaviyo. Okay. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut bosser avec Notion, Shopify, Klaviyo et Meta, quoi.
Comment tu sais si un produit a un product market fit? Avant de lancer, j'entends. Bah, avant de lancer, on ne le sait pas. Même quand on a fait 300, 400, 500 000 euros, je pense qu'on ne le sait pas. Ok. Je pense qu'on le découvre au fur et à mesure des premiers millions. Ça serait un petit peu, pas irréaliste, mais c'est un peu rêveur de dire on a fait 300 000 balles de chiffres en 3-4 mois et un product market fit. La vraie définition du product market fit, pour moi, c'est même une boîte qui a fait 2-3 millions, je suis même pas sûr que ça soit considéré comme un vrai product market fit. C'est les débuts, c'est les prémices. C'est oulala, on va dans la bonne direction. Mais le vrai market fit, à mon avis, je sais pas, il arrive peut-être à partir de 3, 4, 5, 10 millions. Tu continues d'itérer du coup, Ouais. même à plusieurs millions sur une marque. Ouais. De ton côté, toi, donc, assez clair les sujets sur lesquels tu t'interviens. Côté client, qu'est-ce que tu leur demandes? Beaucoup d'implications. Ok. On travaille beaucoup en ping-pong en fait. C'est le fondateur généralement avec qui tu dis okay. C'est très clairement. Généralement en fait dans ce type de structure, il y a le fondateur, potentiellement son mari ou sa femme ou un alternant ou un copain ou un associé. Bootstrap, la grande majorité ou la grande majorité, c'est bootstrap total, avec des toutes petites équipes. On peut même rester avec une toute petite équipe jusqu'à 1, 2, 3 millions d'euros. C'est d'ailleurs, je pense, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, mais ce que je trouve compliqué aujourd'hui, c'est de déléguer, de faire rentrer des équipes, d'embaucher, de manager. Donc le plus on peut rester un minimum pour avoir une grosse efficacité, le mieux c'est. Et derrière, je leur demande énormément d'implication, notamment sur la partie créa. Je veux, et je pense d'ailleurs que toutes les boîtes devraient faire que ça, je veux qu'ils passent le plus clair de leur temps à faire des vidéos, à parler, à essayer de diffuser leur message. Et tant qu'il n'y a pas X centaines de milliers d'euros de chiffre par mois, même quand il y a ça, il faut qu'en fait, je pense que ça doit être plus de 2/3 du temps du fondateur. Intéressant. Passer son temps à faire du contenu. Tu les pousses à faire de l'organique ou c'est pas nécessaire au départ? L'organique, moi j'aime bien ça plutôt en tant que vitrine qu'en tant que relais de croissance, vecteur d'acquisition. Moi j'aime bien l'organique pour, toi qui fais des ads, tu as des milliers de personnes qui cliquent et tu as aussi des milliers de personnes qui cliquent sur ton Insta, voir tes petites stories à la une, les posts qui sont épinglés. Donc on travaille l'organique pour en faire une vitrine, mais pas pour en faire une machine à vue. Tu vois ce que je veux dire ? Plus pour que la personne qui arrive sur le site se dise pas, enfin sur le compte se dise pas. Qu'elle se dise je veux absolument cliquer sur le site pour en savoir plus parce que ça a répondu à mes questions, je vois que je peux faire confiance. C'est pas pour dire on va faire 50 000 vues par semaine, quoi. Tu disais que tu fais un BP ou tu fais faire au fondateur un BP. Tu leur demandes un BP. On y reviendra parce qu'il y aura un petit volet sur la partie cash, mais tu sais quoi tes recos en termes de cash pour démarrer? Est-ce que tu as besoin d'un matelas pour lancer? Est-ce que tu te dis les ads vont vite s'autofinancer? Alors le but c'est que les ads s'autofinancent très vite. Je pense qu'en l'espace de 1 à 3 mois, je sais si ça va marcher ou pas. Donc parce que j'y réfléchis en amont aussi, c'est vrai que la réponse est compliquée. Je commence souvent par 3 000 euros de budget par mois ads, une centaine d'euros par jour. Alors si t'as le double, c'est mieux. Si t'as la moitié, c'est un peu plus chiant parce que disons que ton temps d'apprentissage est plus long. Mais je pense que si t'as une enveloppe de 10 à 20 000 euros pour 2-3 mois, comprenant mes fees, c'est suffisant. Forcément, si t'as plus, on peut aller plus vite. Si t'as moins, Et tu au début, donc toute la créa est faite par les fondateurs, tu mets pas de budget sur la créa? Budget sur rien du tout. Tout est fait en interne. Tout est homemade, tout est bidouillé, tout est fait en fait en mode on privilégie énormément le fond à la forme. Voilà, grosso modo, je sais même pas que je suppose, je suis un fervent défenseur du créa à l'iPhone, pas de micro, rien, et c'est ce qui marche le mieux. On fait du ugly constamment en fait. Ça, à qui le dis-tu? Pas facile à comprendre pour toutes les marques. Je pense que le 0 to 1 un peu plus que celles qui font déjà 5-10. Mais il n'y a pas besoin de plus de budget. Tu as 10-20 000 euros de trésor que tu peux mettre dans ton marketing. Ça te suffit à lancer, quoi. Oui. Et moi, mon but n'est surtout pas de cramer du cash. Si au bout de 2-3 mois, ça ne marche toujours pas, c'est qu'on a le temps de tester 3 versions de site, 50 ads, on a le temps de tester plein de choses, plein d'offres différentes. Si au bout de 3 mois, ça ne prend pas, c'est pas bon signe. On a parlé un petit peu de l'offre, du fait que c'est quand même une composante essentielle. Moi, je suis très d'accord avec toi, ça l'est même beaucoup plus tard pour une marque.
c'est quoi ta méthode pour tester? Donc tu disais, tu testes le copywriting, tu testes le pricing et la manière dont c'est packagé, bundle, etc. Et du coup, est-ce que tu as une étape par laquelle tu passes où tu dis je teste mes offres d'abord et ensuite je teste mes créas? Ou c'est quoi un peu ta mécanique pour se dire ok, est-ce que ça fonctionne ou pas? Moi, je fonctionne beaucoup à l'hypothèse. Okay. C'est qu'il y a toujours une hypothèse de départ avec une offre pensée. Idéalement, c'est une offre découverte, donc forcément qu'il y a une petite remise, il y a un petit cadeau, il y a la livraison offerte. On fait sauter dès le départ tous les freins en se disant cette offre-là, il faut que ça soit mon produit le plus vendu. Donc c'est une première hypothèse. Sur cette base-là, on fait plein de créas, voilà. Et si ça prend pas, on a toujours une V2 en tête. En fonction de est-ce que ça ajoute au panier ou pas, est-ce que les ads en fait cliquent pas du tout. Il y a toujours une piste secondaire, mais que je n'ab-teste pas. Okay. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, pas mal de bidouilles, on fait les choses dans l'ordre. On a l'hypothèse de base qui, au fur et à mesure, tu connais un peu toutes les marques, tu as un nouveau marché, tu sais qui est un peu le meilleur de ce marché-là, tout le monde se connaît dans cet écosystème-là, surtout toi comme moi, je pense qu'on discute et on a les chiffres de certaines marques, on sait à peu près qui fait quoi. Donc on a plein d'idées, plein d'exemples à répliquer, et donc toujours une hypothèse qui généralement est plutôt pas déconnante. Et dans le cas où c'est pas encore trop ça, tu sais que tu as une V2, V3, V4 que tu testes au fur et à mesure. Je suis pas dans l'A/B test, on fait les choses. Tu séquences quoi, c'est d'abord. Oui. Okay. Ce qui, in fine, au début, vu que tu as quand même peu d'autres sources de trafic, est assez pur comme test. C'est que du coup, tu sais que pendant 2 jours, tu as ça qui tourne. Ton taux de conversion, il pète, c'est que l'offre elle est bonne. Exactement. Et d'ailleurs, taux de conversion, à partir de quand tu te dis ok, suffisant pour scaler, enfin suffisant pour lancer l'offre est bonne? Dépendant du panier moyen, dépendant des marges, dépendant de tout un tas de facteurs, on arrive à avoir du 6% de conversion, mais avec des paniers à 25 balles et une croissance très saine. À côté de ça, on peut avoir des paniers à 100 € avec un taux de conversion à 1,50 et c'est sain aussi. Donc, j'ai jamais trop compris pourquoi les gens disaient il faut atteindre tel ou tel. Il y a l'espèce de 3% dans la tête des gens qui est une moyenne à dépasser. Chose que moi-même j'essaie de dépasser, mais en fait tu te rends compte que des fois à 1,50 avec un énorme panier moyen et des grosses marges ça passe, tout comme un tout petit panier moyen, les gens disent souvent il faut 50-60 €, si tu as un tout petit panier moyen mais tu as 6 ou 7% de conversion et de la récurrence derrière, ce qui est le cas chez Exode notamment, tu le couperas ou pas, je sais pas. Bon, de toute façon, je l'ai déjà raconté 50 000 fois dans la school. On a un petit panier moyen, mais on a 6% de conversion minimum toute l'année et ça tourne. Et après, tu as du repeat en plus. Et il y a du repeat en plus. Donc il n'y a pas de... En fait, tout dépend des marges de la boîte, de son panier moyen, de son agressivité sur le marché et sa capacité à dire je veux croître vite ou non, ce qui des fois peut être pas forcément une bonne option. Moi, je veux surtout pas brûler les étapes. T'en as qui veulent aller trop vite, d'autres qui sont complètement trop sécuritaires ou trop dans leur confort et qui veulent pas aller assez vite. Faut toujours trouver un juste équilibre. Mais avec les datas bonnes pour ce produit ou cette offre-là, tu vois. Et tu te fais pas donc t'as pas un minimum de panier moyen, tu te dis ça va être chaud, quoi. Non. Okay. Bah si, mais en fait ça va dépendre du produit, de ses marges, de son taux de conversion. En fait, du coût d'acquisition. Tout est toujours emboîté, quoi. Il y a toujours triptyque, conversion, CPC, panier moyen. Derrière t'as les marges. Je pense que tout peut être profitable. À condition que si tu as un facteur qui est moins bon qu'un autre, il faut que les 2 autres compensent. Si on parle un petit peu de la partie ads, donc au début que Meta. Ouais. Pas de Google. Non. Ok. Tu lances à partir de quand Google? Est-ce que tu le lances Oui, alors moi je suis pas le plus gros supporter de Google. Google Brand. En mode voilà, pour pas perdre de part de marché et pour que les gens qui te découvrent de près ou de loin sur Meta, quand ils te cherchent sur internet, ils te trouvent directement, oui, mais bon, c'est des tout petits budgets. Google vraiment en froid, aller chercher l'acquisition, j'ai jamais eu d'énormes performances. Il y a du YouTube Short que j'aime beaucoup, mais qui est en fait un peu un Meta-like, qui marche bien et qui est assez scalable. Google, je le lance pas. Sur le premier, si on est sur un podcast 0 to 1, presque pas. Tout à fait, en fait. On a des marques qu'on accompagne. C'est rare, mais on en a quelques-unes qu'on prend de zéro, de quasiment zéro. Une à laquelle je pense qui a eu un scale assez impressionnant. Ils ont fait 8 millions, je crois, en 9 mois, un truc comme ça, 8 ou 9 mois. Très, très solide. Énorme. Et 98% Meta. Ouais. Et on mettait du Google un peu pour la brand, mais
histoire de dire quoi. Après, tu as d'autres marques un peu typiquement qui sont plus sur des produits où le marché est extrêmement éduqué, où tu vas avoir où c'est vraiment la notion de caractéristiques ou de prix, tu vois, qui va faire foi. Et là, dans ce cas-là, du shopping, c'est où ça marche, tu vois, mais pour des marques très DNVB avec un côté un peu éducationnel ou une narration à faire, tu vois. Oui, après, moi, la typologie de marque que je prends, c'est vrai, c'est pas très méta-friendly. C'est très méta-friendly, et en fait, c'est aussi une des raisons de pourquoi je prends les marques. Sûrement, Google est génial pour tout un tas de business, mais moi, j'aime bien quand il y a une dimension sociale, créative. Parce que c'est sûrement ce que je préfère faire, et c'est là où tu peux quand même avoir des croissances très ça peut être très scalable, très vite. Ok, donc les ads, que méta, au début tu dépenses idéalement au moins 3 000 € par mois, c'est ça? Oui, ça peut monter très vite. Ça peut monter très vite, justement. C'est quoi un peu c'est quoi les étapes de spend? Toi tu te dis, est-ce que si ça marche bien je pousse ça dépend en fait, on essaye toujours de respecter un NCAC, où au début c'est un CAC, parce que t'as pas non plus 50% de récurrence, c'est que des nouveaux clients généralement au début. Donc fonction. Le premier indicateur que tu regardes, c'est les coûts d'acquisition au début. Ouais. Okay. Est-ce qu'on s'assure déjà de pas perdre d'argent? Et si on n'en perd pas déjà, est-ce qu'on commence à en gagner? Le but n'est pas de trop en gagner au début, donc il faut rester plutôt à l'équilibre et autofinancer la croissance. À partir du moment où ça s'autofinance, on essaye de placer le curseur pour le faire le plus de volume sans perdre d'argent déjà. Donc tu peux passer de 3 000 de dépenses sur le premier mois à, je sais pas, 10-15 le deuxième. Ça peut aller vite. Tout comme ça peut prendre un peu de temps, parce que généralement, il y a des gros soucis aussi de production, logistique. Quand tu démarres ta boîte, t'as jamais beaucoup de stock, tu sais pas trop comment faire. Ça peut être stressant pour les fondateurs aussi. Donc, il faut essayer de respecter ça et d'anticiper au maximum. Dans un cas, parce que des fois, tu vois, ça peut aller très très vite. Puis en fait, t'es en rupture pendant 2 mois. T'as le fondateur qui veut pas trop faire de précommande au début. Donc il y a beaucoup de discussions, de négociations et d'éducation à faire. Pour l'avoir vécu avec certaines marques, en fait, je sais à peu près maintenant rassurer les fondateurs en disant mais c'est normal, et t'inquiète pas, on peut faire une précommande d'1 mois, les gens vont gueuler un peu, mais c'est pas grave. Et ça scale très bien en précommande. Et ça marche généralement mieux que pas de précommande, parce qu'il y a ce côté un petit peu FOMO, rareté, qui est cool. Donc CAC au début, pour les personnes qui nous écoutent, CAC, du coup tu le calcules... nouveau client Shopify divisé par ton spend, divisé par client. C'est budget marketing divisé par client en fait. Ok. Tu regardes pas dans les plateformes, tu regardes vraiment au global. Je regarde jamais les plateformes. Qu'est-ce que quand tu commences, quand tu augmentes tes dépenses, qu'est-ce que tu regardes pour te dire ok, ça fonctionne, je continue? Est-ce qu'il y a des indicateurs un peu plus micro? Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est même pas quand ça scale ou pas, parce que des fois, tu peux lancer ton premier batch d'ads avec ta première offre et en fait, ça marche pas. Donc là, tu regardes est-ce que les gens mettent au panier. Est-ce qu'ils cliquent déjà bien sur les ads? Qu'est-ce qui se passe? On utilise pas mal Hotjar ou Microsoft Clarity, ça dépend. Bon, moi, je suis plus Hotjar. Mais comprendre un petit peu comment... Est-ce qu'ils se comportent de la manière que moi, j'ai imaginé sur le site? On s'assurer déjà qu'il y a le bon funnel. À partir de là, c'est quoi le taux d'ajout au panier? Tu vois, moi, pareil, c'est comme les taux de conversion, il n'y a pas forcément de bons trucs, mais si on peut dépasser les 10% d'aide to cart, là, tu commences à te dire, oulala, il y a de l'appétence sur mon offre, ça donne envie, c'est sexy. Je répète beaucoup le mot sexy, mais c'est pas pour rien. Moi, le côté sexy, c'est le côté attrayant, ça donne envie. Et je pense que c'est un peu le nerf de la guerre. Ensuite, évidemment, sur la partie créative, je vais regarder le Who Great, le CPC. Moi, je regarde beaucoup le CPC, alors que bon, tout le monde dit ouais, non, faut pas trop. Je regarde le CTR, le machin, le truc. La résultante de tout ça, c'est le CPC. Ceux qui regardent le CPM et le CTR, en fait, si ton CPM est plus haut, ton CTR il va être aussi mécaniquement plus haut pour avoir un CPC. Moi, je regarde la fin. Combien me coûte un visiteur? Et sur ces 100 visiteurs, s'il est à 50 centimes, ça fait 50 balles. Si j'ai 3%, j'aurai 16 ou 17 euros de CPA. Donc, je regarde CPC ou Create, taux d'ajout au panier, et puis après, effectivement, le CPA, le panier moyen, et toutes ces autres data, mais dans ces cas-là, c'est que ça marche déjà, parce que tu as déjà des commandes. Ultra intéressant. Donc tu regardes vraiment, tu décomposes toute la chaîne en fait. Tu regardes où est-ce que tu lances, tu regardes où est-ce que ça prend, où est-ce que ça prend moins, et sur cette base-là, du coup, tu fais des itérations, des optis. C'est quoi un peu ta fréquence d'itération et à quelle fréquence tu optimises un peu le compte? Tu remets des créas? Tous les 3 jours. 2-3 jours.
Okay. Alors, peu importe la phase ou surtout au début? Alors au début, effectivement, si c'est un compte tout neuf, tu sais qu'on est capé à 40 € de dépenses par jour. Je vais pas regarder tous les 2 jours parce qu'il se passe rien. Mais disons que si on commence à faire un petit peu d'argent, que ça se développe, qu'on dépense 100, 200, 300 € par jour. Moi, je suis tellement passionné que je vais regarder tous les jours déjà, alors qu'il faut pas. Mais je vais le regarder juste pour avoir un avis, pour être sûr que... C'est du trading, quoi. Voilà, c'est du trading. Je touche peut-être même pas forcément, mais je regarde en me disant tiens, je sais que si dans 2 jours ça n'a pas bougé, c'est qu'on n'est pas sur la bonne pente. Ensuite, moi, j'aime bien faire des modifs tous les 3 jours, ouais. Et sur des comptes qui dépensent plus, parce que quand tu commences à croître, tous les jours, je suis sur le compte. Ouais. Parce que je teste des trucs. T'es habitué de laisser 2-3 jours tourner. Voilà, tu fais tourner une IA qui te fait 10 statiques, tu balances des statiques. Enfin, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on peut, même en phase d'OP, je peux passer 4 fois sur le compte par jour. À 9h, ok, ça marche comme prévu. Allez, vas-y, on scale un petit peu. À midi, on regarde. Là, j'ai un badge de créa qui n'a pas marché. On les évince. Donc, ça dépend du spend. Mais moi, je regarde beaucoup. Juste pour au moins m'assurer d'aller dans la bonne direction. Je regarde pareil tous les data Shopify, un peu tous les 2-3 jours aussi, pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Le fameux, sur les OP, le fameux surf scaling dont on parle. Ouais, alors pas à ce niveau-là. Je sais qu'il y en a qui le font très bien en France, type Flytex. Je pense qu'on voit, Hugo est très chaud. Il est venu dans la school d'ailleurs. Tu l'as reçu ? Oui, je l'ai reçu. Okay. Il est très chaud et c'est vrai que lui, en surf scaling, il est chaud. Moi, je vais pas à ce niveau-là, mais l'idée qu'il y a derrière, je la comprends et ça a du sens. Et ça a complètement du sens, surtout sur un Black Friday ou des périodes d'OP ou des choses comme ça. Ça peut faire la diff. C'est quoi un peu la structure de compte que tu... Je rentre un peu dans le technique volontairement parce que je pense qu'on a une partie de l'audience qui est assez friande justement de sujets techniques. Je te rassure, on va pas parler de toutes les optis, les ciblages et tout. Mais grosso modo, si tu peux nous donner un peu dans les grandes lignes les structures de compte que tu lances, est-ce que t'as un truc un peu standardisé? Est-ce que tu balances sur un seul produit au début? C'est quoi un peu ton... déjà, on est d'accord sur le fait que généralement sur une marque qui se lance, il n'y a pas 50 milliards de produits et il faut être assez les pieds sur terre. Tu as toujours un produit ou 2 ou 3 qui va faire tout ton chiffre. Donc on se concentre vraiment sur une offre, généralement l'offre découverte ou vraiment le petit pack, le bundle, ce qui est le plus, encore une fois, sexy pour la marque. Après, moi je fonctionne un peu à l'ancienne et j'ai un peu du mal avec les gens qui te disent ouais, faut faire tel type de structure, tel type de machin. Oui, il y a Andromeda, il y a des nouveaux algos, et la créa, c'est le nerf de la guerre. Sur la structure de media buying, moi je suis un peu encore à l'ancienne. J'ai une espèce de campagne de test en ABO. C'est que des brodes dedans, et chaque brode va être soit des badges de créa, soit quand on commence à envoyer beaucoup de créa, c'est un peu la même créa avec 3-4 variantes. Okay. Donc je fonctionne un peu à l'ancienne là-dessus. Et quand on commence à avoir un peu plus de budget, on rajoute cette fameuse CBO, où là, on met les tops et puis on commence à scaler. Et on peut même avoir, parce que je pense que c'est aussi, on n'est plus trop sur le 0 to 1, quoique, aujourd'hui, tu as 3/4 des comptes qui sont un peu des succès. Il y a du whitelisting à gogo, donc il y a aussi à terme une campagne CBO whitelisting, où là tu mets tous tes créateurs whitelistés et tu fais en fait le même game qu'avec tes créas en interne. Créateurs whitelistés, pour ceux qui nous écoutent qui savent pas ce que c'est grosso modo diffuser des pubs à travers des pages tierces qui sont soit des influenceurs, soit des créateurs, soit des personnes soit des pages, je sais plus si on a trop le droit de le faire, mais des pages qui sont des pages qu'on a créées soi-même. Si, on peut le faire. Et c'est aujourd'hui... sur TikTok, on peut plus changer. Sur TikTok, peut-être pas. Ça marche très très bien et tu dois le savoir parce que vous avez des beaux comptes. C'est une majorité du budget qui passe dessus maintenant. Ok, donc structure assez classique qui fonctionne. Nous on fait pas mal de testing. On fait pas mal de testing en one adset, one concept. Ça fonctionne très bien avec les variantes. En tout cas pour l'instant, Andromeda ou pas, force est de constater que ça marche. Oui. Et côté créa, du coup, on en a pas trop parlé. Combien de créa au début, au lancement? Est-ce que tu fais un gros batch de prod? J'en fais. Moi, j'aime bien scripter, écrire, me mettre à la place du fondateur. C'est toi qui écris tous les. C'est moi qui écris quasi tout, ouais. Salut, j'espère que tu passes un bon moment et que l'épisode te plaît. Si tu ne le sais pas encore, la mission de Rhodes, c'est de mettre le e-commerce français sur le devant de la scène. Pour ça, on aide un maximum de gens à se former aux meilleures méthodes du marketing. Et la manière la plus simple qu'on a trouvé de le faire, c'est de diffuser notre contenu au plus grand nombre. La bonne nouvelle, c'est que tu peux nous aider en faisant découvrir ce podcast auprès d'autres personnes. Donc si le contenu te plaît, je t'invite à prendre 30 secondes pour laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode à un ami par message, en story ou sur LinkedIn. Si tu peux faire ça maintenant, je t'en serai encore plus reconnaissant. Je te prends pas plus de temps. Je te laisse reprendre l'épisode. Un grand merci et bonne écoute.
Choisis tout. Tu utilises un peu, alors, je sais pas si tu dans ce démo mais tu utilises un peu de l'IA pour t'aider Bien sûr, et je pense qu'on va en parler un peu après parce que il y a tellement de changements que waouh, c'est assez dingue. Tant mieux, hein, et je l'utilise tous les jours. Tu utilises quoi pour t'aider à scripter? Claude. Ouais. Très solide Claude pour le contenu. Claude, je touche un peu, je fais mes statiques avec Nano Banana, un peu de GPT, j'aime bien, mais j'en parlais dans la school aussi, mais quand je découvre une nouvelle marque, je suis en mode vocal, comme si GPT était mon pote. Pendant 2 heures, je lui dis tout ce que je remarque sur la marque, qu'est-ce que j'en pense. Et après, je lui demande les récaps que je balance à Claude. Claude fait le sien en plus. Et tu as des études de cas qui sont... Enfin, c'est hyper... on est au même niveau de connaissance. Et après, quand on bosse pendant 6 mois, 1 an sur le projet, en fait, j'ai l'impression d'avoir un associé qui est une IA. Bon. Mais génial. Moi, donc, du coup, je scripte énormément. Je fais en général c'est 15 à 20 créas direct, avec des angles, des formats différents. Ça passe du TikTok Answer jusque très problème solution fondateur, jusqu'à l'UGC, en passant par le faceless, un peu non narrative, là, tendance avec des petites musiques douces, des trucs démo produits. Il y a vraiment de tout, et dès le début j'essaye de faire de tout pour déjà mettre de côté les pistes où tu dis bon ça c'est de la merde, et puis surtout pour capter des choses où tu dis ah ça va être un format qui va marcher pour la marque. Que de la vidéo? Non. Je fais une vingtaine de vidéos avec peut-être une vingtaine de statiques aussi, comme ça on lance pas tout d'un coup, surtout quand tu as 40, 50, 100 balles par jour. Bon, au début tu es un peu limité, mais au moins moi j'adore avoir de l'avance, et avoir toujours de la créa d'avance, vaut mieux ça que l'inverse. Et après du coup sur quoi tu testes en priorité? Est-ce que tu vas aller chercher les vidéo. Angles? Est-ce que tu vas... vidéo vs statique, beaucoup de vidéos. Ouais. Moi, ça marche quand même généralement mieux. Ouais. Quoique la statique et que l'IA, là, il y a moyen de les automatiser. Et c'est super sympa pour tester des angles. Et pardon, après, tu m'as... Je demandais ce que tu testes en priorité. Est-ce que c'est les angles? Est-ce que c'est les personas? Est-ce que tu vas t'amuser à, je sais pas, tester des formats? Les angles et les formats. Les angles et les formats. Ouais. Alors, plus les formats que les angles d'ailleurs. Au début, vraiment pour regarder quel type de créa va mieux réagir, et essayer de trouver des patterns qu'on va pouvoir réutiliser derrière. Donc je dirais format en 1, angle en 2, et persona en 3, 4, 5, parce que pour moi ça c'est du scale plus. On peut faire avec beaucoup plus simple. Angle format, on peut déjà réussir à faire 1 million. Si on se cantonne à dire 1 million de chiffre d'affaires, pas besoin de trop se prendre la tête. T'as des recos que tu donnes un peu généralement à tes clients avec qui tu démarres sur la créa? Ouais. Tout à fait, s'adresser comme à un proche, être le plus authentique possible, être soi-même, parler comme un pote en fait. Caméra arrière, idéalement, pas en format trop selfie. iPhone suffit largement, pas besoin de micro, pas besoin de caméra, pas besoin de trop prendre la tête. Et essayer de faire en sorte que ce soit le plus organique possible. Quitte à ce que des fois le fondateur dise on va quand même pas poster ça. Bah si, on va le faire, et généralement ça marche bien. Et on en revient au début, mais passer 2/3 de son temps à faire ça. En fait, les forcer et essayer de leur dire putain, plus tu vas m'en envoyer, plus ça va marcher pour toi, pour nous. Donc c'est plutôt ce que j'essaye de leur dire. Allez, tu considères, parce que t'en as qui aiment pas le faire au début. Bon, quand tu vois que les chiffres commencent à être bons, ça te donne envie d'en faire plus. Mais les inciter à en faire toujours plus. Tu écris aussi tes hooks? Ouais. Ça, t'as des recos, des choses qui... Il y a 2 types de hooks. Moi, je combine toujours hook visuel et hook textuel. C'est qu'est-ce qu'on montre à l'image, vu qu'on parle souvent de vidéo, et qu'est-ce qu'on dit en même temps. Donc, quand j'écris un script, j'essaie de mettre le hook visuel et hook textuel, parce qu'on sait très bien que si le hook est pas bon, le reste de la créa a l'air bon, a beau l'air être super, ça servira à rien. Donc oui, ils savent très bien, les fondateurs, fondatrices, qu'il faut mettre le paquet sur le hook, des fois un peu putaclic. Il y a des formats qui marchent de mieux en mieux, qu'on fait chez Exode notamment, où on fait des hooks IA, et après très nature, comme ça on n'est pas trop... parce que les gens n'aiment pas les pubs en IA, c'est forcément du mauvais engagement, et donc ça peut aussi... tuer ta créa plus rapidement. On a trouvé un petit truc qui est sympa là. J'ai Elliot, s'il nous écoute, qui est la star de chez Exode, il nous fait des hooks en IA. Derrière on a nos formats que les gens aiment bien, comme ça on arrive à être très clivant au début, et en fait au fur et à mesure ils oublient qu'il y avait de l'IA au début. Et intéressant, et du coup il y a pas mal de gens qui disent qu'avec Andromeda justement il faut que sur ton hook tu sois très, c'était déjà un peu le cas avant, mais très ciblant par rapport à, je sais pas si ce terme existe, mais c'est conjugué, mais par rapport à ton audience, qu'en gros dès le début tu call out exactement la personne à qui tu veux parler pour que ça la cible bien. Tu fais ça ou pas trop, ou tu te dis en fait je veux juste capter l'attention et ensuite le reste de la créa fera le taf?
Moi, je pense qu'au début, je préfère capter l'attention et avoir énormément de clickers de tout horizon. VS, essayer de cibler directement un persona bien dédié. En fait, moi, je ratisse très large au début. Parce que si tu arrives à trouver quelque chose qui en plus parle à tout le monde et qui marche, tu vas pouvoir envoyer dessus. Et une fois qu'on a déjà des basiques, des créas solides, où tu sais que tu arrives à faire plus ou moins 50, 60 000, 100 000 euros par mois, là tu commences à te corser un petit peu le truc. Je commence toujours du plus simple. Et c'est vrai que quand j'en discute, au final c'est très simple ce que je fais. C'est vraiment du... En fait on prend le maximum de hauteur possible et c'est du logique. On n'essaye pas d'avoir les nouvelles techniques de pirate et tout, non. À quoi tu identifies un winner, une bonne créa, sur laquelle tu peux vraiment dépenser? Sur une jeune marque, ouais. Je trouve que ça se ressent tout de suite sur le Shopify. Parce que tu fais x2, x3 sur le budget, puis x2, puis 2 fois. En fait, tu augmentes très vite ton budget. Tu as des clics qui sont excellents. Tu as un CPA qui est très largement dans tes cordes. Tu as un très bon hook. Tu as des très bons commentaires dessus. Ou bien même des mauvais aussi, on s'en fout, hein. Mais tu as de l'engagement sur ta créa et tu vois que ça décolle sur ton Shopify. En fait. Donc il y a une perception. Je ne saurais pas l'expliquer concrètement. Forcément, il y a les métriques. Bon, ouais, le hook, le CPC, la capacité à dépenser plus et à augmenter limite, à doubler le budget tous les jours. Mais il y a aussi sur ton Shopify, tu le sens. Il se passe quelque chose. Quoi. Ouais, tu vois que tu passes de 300 euros de chiffre par jour à 1000. Et puis en fait, tu vois que c'est stable. Tu te dis putain, ça y est, on a passé. En fait, c'est un système de paliers. Et quand il y a une vraie bonne créa, ça peut aller très vite. Ça peut faire basculer un compte. Surtout quand c'est le démarrage et que en fait, tu fais 10 commandes dans la journée. Si d'un seul, tu commences à en faire 30, tu dis bizarrement, j'ai ma créa là qui en plus affiche de bonnes métriques sur. Parce que tu regardes un petit peu ce qui est écrit sur le méta aussi. La petite dopamine doit être assez folle aussi. C'est génial. D'un petit volume, ça commence à faire un peu de chiffres. Et à chaque fois, et on en rigole, mais c'est trop bien parce qu'après ça fait plus de chiffres, mais j'essaye du coup, parce que c'est un peu c'est pas la rat race, mais quand tu as fait 10 000 euros dans ton mois, c'est la première fois que tu fais 10 000, tu es content. Après 20, 50, 100, 200, et puis après tu veux faire 500, 1 million par mois et tout. Donc en fait, tu t'habitues très vite aux chiffres. Moi, à chaque fois qu'on passe un petit palier, genre quand tu atteins par exemple 100 000 euros dans le mois, profitez-en parce que c'est quand même génial ce que vous avez fait. Et dans 3 mois, en fait, vous allez me courir derrière parce qu'on n'a pas fait les plus 3%, les machins, les trucs. Donc on s'habitue tellement vite à des bons chiffres qu'au final, à terme, des bons chiffres sont juste normaux. Et c'est important quand même de se dire, putain, 100 000 euros dans le mois, ça commence à faire. Je crois qu'on appelle ça, c'est Nielsen qui m'a donné Nielsen que tu connais, mon associé sur la créa. Qui est très fort d'ailleurs, s'il nous écoute. On le salue. Peut-être il est dans la school aussi. Qui m'avait parlé, je crois que ça s'appelle l'adaptation hédonique. C'est dingue. C'est en gros, t'es vraiment, tu idéalises un truc, quand tu l'as en fait, au bout de quelques heures, quelques jours, en fait, ça devient ta baseline et en fait, tu reviens très vite. Mais ça marche dans l'autre sens d'ailleurs. Oui, si tu le perds, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Et au final, après, tu reviens. Ultra intéressant. On a pas mal décortiqué le début. Ça m'intéresse de creuser un petit peu l'après. Il y a pas mal de marques, je pense, qui nous écoutent, qui, je leur souhaite, ont déjà passé cette étape ou alors sont en train de la passer ou aimeraient la passer, mais il y en a beaucoup qui plafonnent autour des 200-300 000 euros. Moi, j'en ai vu plein de marques qui se disent « Ok, j'ai un produit qui se vend, j'arrive un peu à faire des ads, etc. » Ça bloque. À ton sens, pourquoi ça bloque à ce niveau-là ? C'est pas normal. Parce que tu m'avais posé cette question en amont de ce joli podcast. C'est pas normal. Moi, je pense que... Alors, j'aimerais bien voir ces marques-là, mais je pense que peut-être il y a un monde dans lequel elles ont trimé à en arriver à là et que ça a été forcé. Et en fait, c'est censé être naturel. Il n'y a aucun plafond de verre à 20, 30 000, 50 000 euros par mois. C'est impossible. Enfin, je serais curieux de connaître ton avis là-dessus, mais pour moi, c'est peut-être qu'elles ont forcé et tiré sur le trait et essayé coûte que coûte d'arriver à ce chiffre-là. Mais si tu as déjà des bâtons dans les roues à 20 ou 30 000 balles par mois, moi, c'est le genre de marque que je dirais non merci. Ou alors, il faut changer le positionnement, changer les offres. En fait, c'est que c'est pas la bonne offre, c'est pas le bon truc. Pour toi, tu peux monter à 1 million facile. Sans changer grosso modo moi, je grand-chose à ta considère strate de base, quoi. Il commence à avoir un plafond de verre, je sais pas si c'est à juste titre, mais entre 250 et 300 000 euros par moa. Ok. C'est passer la barre des 3 millions, ça commence à être plutôt quelque chose. Passer la barre des 10, c'est encore autre chose. Mais si t'as fait 300 000, normalement tu fais 1 million. Intéressant. Du coup, si on parle justement de ce plafond à 2-3 millions,
Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là de ton expérience, de ce que tu vois? J'ai pas réfléchi. Parce qu'en fait, je me suis pris quelques petites notes avant pour qu'on puisse parler de 0 to 1. J'ai l'impression que déjà le fondateur, à partir de 200-300 000 balles par mois, il peut plus tout faire. Ouais. Il faut que la logistique suive très très bien. Il faut que tu connaisses ton tableau de marge par cœur. Il y a moins le droit à l'erreur, disons, pour passer la barre au-dessus et atteindre peut-être la barre au-dessus. C'est quoi, c'est 500 000 par mois. Faut professionnaliser. Donc ça veut dire que c'est là où il faut envoyer encore plus de créa. C'est là que ça devient intéressant de bosser avec ton studio créatif ou d'autres, mais à commencer à avoir du challenge, parce que quand tu es un peu avec des œillères dans ton projet, des fois en fait il y a des idées que tu vois pas passer, il y a des choses où que des gens externes peuvent venir ajouter dans ta stratégie en faisant des formats différents, en testant des choses différentes, en allant sur des régies différentes peut-être. Donc je pense que c'est à ce moment-là, peut-être à 200-300 000 balles par mois, il faut commencer à avoir peut-être d'autres canaux d'acquisition, TikTok Shop, tester des trucs, envoyer très lourd sur la créa, avec nos amis les whitelistés, peut-être commencer à se dire est-ce qu'on ferait pas un petit peu d'influence à droite à gauche, changer d'échelle quoi, pour industrialiser. Exactement, changer d'échelle, recruter idéalement, avoir un monteur en interne, avoir de la force de frappe. Et tu penses que toi, l'exécution, avant jusqu'à 2-3 millions, tu peux en effectif réduit, en ayant un bon accompagnement, arriver à gérer entre guillemets Ouais, je pense que jusqu'à 1 million sûr, 2 millions sûr, c'est entre le 2 et le 3 en fait que tu commences à changer. C'est intéressant, c'est là où on comprend les marques généralement. Donc, mais du coup vous avez un bon positionnement et vous faites pas n'importe quoi, tant mieux. Si tu as un monteur, c'est quand même très important d'avoir en interne, et les gens se battent pour les avoir parce que c'est dur de trouver des bons monteurs, ads notamment. Tu recodes des recrutements avant justement cette étape? Des marques qui sont, je sais pas, 1 million, 1,5 million, qui commencent à passer scaler. Tu leur dis, s'il y a un investissement à faire, c'est un monteur en interne. Déléguer la logistique déjà, parce que nous, on a fait l'erreur ou non d'ailleurs, c'est pas une erreur, mais des fois de garder en interne la logistique. Et donc, il faut avoir de l'humain, il faut tout gérer, donc ça peut être assez chiant. Le monteur, je pense qu'il faut l'avoir le plus vite possible, surtout quand tu commences à retrouver des bons formats. Monter des ads, moi c'est les fondateurs qui montaient leurs propres ads au début. Moi j'aime pas monter, donc je ne monte pas, mais forcément que c'est du temps que tu passes, vaut mieux être derrière la caméra, devant en l'occurrence, en train de tourner et balancer ça à ton monteur derrière. Donc monteur c'est hyper important. Influence, passer un certain niveau, mais c'est pas non plus 1-2 millions, c'est après. Je pense qu'aujourd'hui c'est mieux de l'avoir en interne que de passer par agence là-dessus. Parce que quelqu'un en interne se donnera 100 fois plus qu'une agence, je considère, d'ailleurs c'est à mon avis peut-être pas le bon, mais en tout cas nous on les a pris en interne. Est-ce qu'il y a d'autres SAV? SAV, je pense que ça peut se déléguer, il y a des très bonnes agences qui font les choses plutôt bien. Community manager, c'est important, le community management, surtout quand tu commences à envoyer des gros budgets en ads. Si t'es pas au taquet sur les commentaires, le mauvais appelle le mauvais, le bon appelle le bon. Les avis à droite à gauche, en fait, ton image de marque, il faut quand même la gérer un minimum, parce que les gens sont très frileux à acheter, donc ils se renseignent 50 000 fois avant de se dire je fais confiance, j'achète. Donc CM, il faut avoir en interne. Si on revient un peu sur donc un peu plus tôt, avant le 2-3 millions, est-ce qu'il y a un moment donc dans cette phase de scale, tu as une marque, tu lances, ça prend des créas, tu augmentes le budget tous les mois, tu passes à 50, 60, 70, 80 000 euros par mois, tu te rapproches du million en projeté. Est-ce qu'il y a un moment où tu changes un petit peu de manière de piloter? Est-ce que tu regardes d'autres indicateurs? Est-ce que tu vas te dire je suis plus agressif sur mon CAC parce qu'en fait je commence à avoir un peu plus de cash? C'est quoi un peu est-ce que tu as un shift qui s'opère à un moment ou pas particulièrement? C'est une bonne question et ça dépend du business plan. Okay. Disons que j'ai toujours accès au business plan et j'aime bien savoir vers où on va. Si c'est à moi d'initier on va plutôt aller ici ou là, l'idée c'est pas de brûler les étapes. Donc généralement c'est des business plans qui sont assez ambitieux, mais l'idée c'est pas non plus de vouloir shortcut et d'aller encore plus vite, parce que des fois c'est pas forcément le bon move. Donc pourquoi? Par curiosité? Parce que tu peux, cramer ta trésor et te rendre compte... Il y a tellement de boîtes qui gèrent pas très bien leurs finances. D'ailleurs, moi, j'adorerais
avoir des recos de CFO externalisés ou vraiment des gens qui savent ce qui se passe. J'en connais très bien pour l'e-com. Okay. Non, mais parce que tu as trop de boîtes qui, au bout de 2 ans, qui font des super chiffres en plus, ils se disent, en fait, on n'a pas gagné tant que ça d'argent l'année dernière, on n'aurait peut-être pas dû cramer autant. Moi, je veux surtout pas tuer la marque en disant, en fait, non, on n'a plus de stock, on n'a plus de quoi commander du stock, on n'a plus trop de quoi faire des ads. Brûler les étapes, c'est jamais forcément trop bon. Si forcément tu as le vent dans le dos de ouf et que tu sens qu'il y a une émulsion maximum, forcément que tu suis. Mais il faut, si le CAC qui double, non. Bon, je suis peut-être pas clair dans la réponse, mais... Non, si, c'est intéressant. Je pense que ça dépend aussi de beaucoup avec qui tu travailles, et qui est le fondateur, comment il réfléchit, est-ce que c'est quelqu'un d'agressif ou non, enfin, de qui aime prendre des risques ou pas. Chacun a un niveau de prise de risque différent. Il y a quelque chose que tu regardes particulièrement dans le PNL ? On essaye d'être rentable, donc moi l'EBITDA, j'aime bien. Au mois, tu regardes ? Ou au trimestre ou à l'année Au mois, alors oui, sur les marques dans lesquelles je suis associé, oui. Sinon peut-être un peu moins, parce qu'il y en a où il n'y a pas d'association, ou du moins pas encore. Donc quand je suis associé, oui, parce qu'il y a un peu de moi qui est dedans. Donc j'aime bien savoir, avoir une petite situation tous les mois de combien on a gagné, est-ce qu'on a perdu, pourquoi, comment, et comprendre pour peut-être réallouer différemment le mois d'après. Le poids du marketing dans le chiffre d'affaires. Il y a des standards, mais et c'est d'ailleurs des techniques américaines avec lesquelles je suis pas trop à l'aise, mais celles qui ont 50 ou 60% de marketing, mais qui ont des abonnements LTV, faut avoir les reins solides. C'est agressif. Faut lever des fonds, faut avoir du cash. Donc c'est pas forcément les boîtes avec qui je travaille n'ont pas levé des millions, des choses comme ça. Tu as des ratios de COS, MER, max que tu te fixes, dépendant d'une marque. Mais tu as une marque qui fait 80% de marge brute, par exemple. Tout dépend encore une fois des marges, du panier, des choses comme ça. Disons que si on peut être autour de 25, c'est bien. 30, c'est ok. Ça peut aller en forte croissance jusqu'à 35. Au-dessus, aïe. Ça commence à être agressif, quoi. Ouais, je dirais que... Donc pas plus de 3, quoi. Pas en dessous de 3 de MER, en gros. Ouais, on a à peu près 3, et encore, je suis en train de réfléchir, mais non. On peut, dans certains projets, ça peut être plus que 35, mais il y a du B2B, il y a des choses. Donc le online est un peu au-dessus de 35, mais derrière, il y a un écosystème B2B, il y a des choses qui se mettent en place où tu sais qu'en fait, dans ton global... Il faut que le global de la boîte, parce que je dissocie B2B, B2C, mais le global de la boîte reste aux alentours de 33, quoi, de 3 de MR. Ce qui joue beaucoup, c'est, comme tu le disais, c'est la marge brute. Nous, on a vu des marques, je ne comprenais pas à l'époque comment tu pouvais être rentable avec ça, mais des marques cosmétiques avec 93-94% de marge brute. Donc déjà, c'est beau. C'est beau, mais tu te poses la question de la valeur pour le client. Mais bon, bref, c'est un sujet. Et qui envoyait des genre des MER à 1.7, 1.8 sur du volume, mais du coup qui était rentable parce que marge brute exceptionnelle, tu vois. Mais du coup, tout dépend du mais tant mieux, modèle, évidemment. Tant mieux. Après, il y a une moyenne, 3 de MER, je trouve ça convenable. On peut même des fois aller chercher 4. Sur le premier million, on peut de temps en temps aller chercher 4. Et ce qui est plutôt bien. Du coup, si tout le reste, si t'as pas des gros OPEX ou autre, ça reste... Ce qui franchement est bien et qui te permet de dégager de l'EBITDA à la fin de l'année. Est-ce que, justement, donc tu disais, tu as un peu répondu à cette question en disant que toi, tu n'es pas trop dans la logique US où tu t'es investi comme un malade sur la crise. Je la comprends tout à fait et c'est top. Mais il y a beaucoup de marques qui n'en sont pas capables et qui, en fait, n'ont pas les moyens, n'ont pas... Ça peut être risqué en France, du moins. Tu acceptes parfois de perdre de l'argent à court terme en te disant... je sais que je vais me rattraper derrière parce qu'il y a une bonne LTV, parce qu'il y a une grosse OP qui arrive, parce que tu vois... Non, je suis pas trop dans cette philosophie-là. Pas sur le 0 to 1. Entre le 5 et 10, ouais. Parce que bon, tu sais très bien que tu as des périodes où ça tourne super bien et que certaines périodes seront plus compliquées. Et il y a un jeu de saisonnalité, il y a des temps forts, des temps faibles. C'est ok. Par contre, sur le premier million, perdre de l'argent, je vois pas pourquoi. T'as pas besoin, selon toi. T'as pas forcément besoin, parce que on te demande pas de faire 500 000 balles par mois. Faire 83 000 et des bananes pour faire un million lycée, perdre de l'argent, faudrait voir. J'ai pas de cas de figure en tête où je me suis dit, ah ouais, là de fou. Par contre, entre 5 et 10, ou même entre 3 et 5 aussi, potentiellement, oui, ça peut être intéressant. Tu sais que t'as un Black Friday énorme qui arrive en novembre. Généralement, octobre, c'est un peu compliqué, mais tu continues d'envoyer pour pas trop baisser avant de remonter.
Ça c'est entendable. Mais ça dépend encore une fois de la trésor. Si on reparle un petit peu de la partie scaling, on fait un peu des allers-retours, mais parce qu'il y a plein de sujets, discussions intéressantes. Quand ça commence à prendre vraiment, donc tu te dis ok, c'est bon, on a trouvé des créas qui scale, là il y a moyen d'envoyer la sauce. C'est quoi un peu qu'est-ce que tu fais un peu sur le compte? Est-ce que tu fais du scaling, tu restes toujours sur un seul produit? Est-ce que à quel moment tu te dis je vais créer des nouvelles campagnes, je vais ouvrir d'autres pays, est-ce que j'investis 2, 3, 5, 10 fois plus de budget? C'est quoi un peu toi ton raisonnement en disant comment j'atteins le plus vite possible le million, quoi? Ok. Nouveau pays pour aller chercher le million, je pense pas. Enfin moi, du moins, je l'ai pas fait. Je pense qu'on peut quand même faire plusieurs millions sur le marché français, qui est suffisamment mature. Donc les questions se posent après 5. Ils sont en train de se poser maintenant, là, entre 5 et 10, ça se pose. Développement produit, c'est hyper important. Je te prends Exode, mais quand on a démarré il y a 3 ans et demi, il y avait un déodorant. Aujourd'hui, il y a la crème, il y a les gélules en complément alimentaire, il y a le stick à lèvres. Tu les pousses aussi en ads? Oui, il y en a qui marchent bien. Et moi, mon but de cette année, c'est de faire prendre la crème autant que le déo. Bon, c'est peut-être pas au niveau rêvé, mais je pense que c'est important de développer de nouveaux produits ou de nouveaux parfums. Enfin, notamment dans la cosmétique, on peut inventer des choses assez sympas. Le déo, nous, au début, il y avait 4 parfums. Aujourd'hui, il y en a 10 en peau normale, il y en a 5 en peau sensible. On travaille sur des nouveaux produits qui vont sortir avec des nouveaux formats aussi. C'est super important de développer des nouvelles gammes de produits ou alors développer des gammes existantes avec des nouveaux parfums, des nouvelles couleurs, je sais pas, des nouvelles choses. Je pense, moi, aujourd'hui, ce qui permet aussi d'assurer la croissance d'une marque, c'est sa capacité à toujours avoir de la nouveauté. À l'inventer des fois, ou à la mettre en avant de telle ou telle manière, mais à toujours imaginer de nouvelles choses, annoncer des nouveautés. Je pense que c'est important, parce qu'une marque qui, en gros, stagne un peu, mais a toujours le même produit 3 ans plus tard, la même communication, les gens ont peut-être tendance à se lasser. Pour la récurrence, c'est important aussi de sortir des parfums, des nouveaux produits, de développer, en fait, de tirer sur la corde. Tu as un best-seller qui va, en gros, te faire connaître chez un client. Derrière, tu essayes de l'amener sur d'autres choses. Donc, dev produit ultra pertinent. Nouveau marché, pas forcément. B2B peut devenir intéressant pour les retailers. Ça devient intéressant, pas sur le premier million, mais tu te sers de ton premier million, voire de tes 2 premiers, pour avoir un petit peu d'impact dans les discussions avec des pharmacies ou des magasins ou des salons de coiffure. Ça devient intéressant et je pense que ça permet de pérenniser un petit peu aussi une marque, de la rendre moins dépendante du online, du moins. Est-ce que ta logique créa, elle change, du coup, par rapport au lancement, quand tu commences à scaler? La logique en elle-même, non. Ça serait de mentir que de dire oui. Par contre, le volume, le volume de créa doit suivre les ambitions de chiffre d'affaires. Tu as des ratios un peu tu te dis, je sais pas, pour... Du tout. En fait, on pose souvent la question, le plus c'est le mieux. Ok. Alors, sans faire n'importe quoi, faut garder un petit peu de qualité quand même, mais le plus c'est le mieux, vraiment. Tu te dis pas, pour 50 000 € de spend par mois, je mets X créa, si oui, on pourrait faire ces calculs-là. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des calculs comme ça. Mais si on en avait 30% de plus, est-ce que ça serait pas plus mal encore? Parce que, admettons dire, pour 50 000, j'ai besoin de, 50 créas. Si on en fait 65, je suis encore plus content. Potentiellement, je vais les tester plus vite et que je vais identifier des performeurs plus vite. Tu lances sur tes comptes, tu as beaucoup de... C'est quoi ton ratio en gros testing versus créa qui sont scaling? Est-ce que sur le 0 to 1, je pense que ça peut être 50-50. Ok. C'est-à-dire... Donc t'es vraiment en constante recherche de plein de choses, ouais, je pense que c'est 50-50. Peut-être même au tout début, beaucoup plus de tests que de scale. Ce qui a du sens. Genre 75-25 peut-être sur la première phase, après peut-être 50-50, mais je crois que ça reste à 50-50. Même plus tard? Non, même plus tard, non. Plus tard, je pense qu'il y a quand même davantage qui sont mis sur les bases solides, les bonnes créas. Ça dépend des périodes, encore une fois. Et pour l'avoir vécu avec certaines boîtes, c'est pas toujours facile de produire beaucoup de créa, surtout quand c'est fait en interne. D'où l'importance de bosser avec des boîtes comme les tiennes, parce que ça permet d'ajouter. Je sais pas, t'es capable de faire 50 créas en interne tout seul, t'as une agence qui va t'en faire 30 en plus, et peut-être qu'il y a un freelance qui va aussi t'en faire 50, et en fait, de sorte à ce que toi, tu gardes ta base, tu travailles pas forcément plus, mais par contre, tu vas chercher des formats. T'as le volume, quoi. Ouais.
On n'a pas trop parlé de CRM. Je sais que toi, tu l'inclus aussi, notamment dans ton accompagnement. Oui. Tu le disais à juste titre, scaler un produit sur du one-shot, c'est compliqué. Ça se fait, on en a vu. Ça se fait, j'en connais quelques-uns, mais Ouais, ça se fait. c'est quand même plus confortable avec du repeat. Au début, tu structures un peu, tu as une structure un peu basique que tu mets en place, des flows, des trucs que tu dis, ok, ça c'est le standard. Là, je pense qu'il y a 50 000 personnes qui l'ont expliqué avec toi en podcast, mais les basiques, welcome. Alors, beaucoup de travail sur la pop-up quand même, parce que le but c'est de faire entrer des gens dans le welcome. Après, travailler sur le welcome. Tu mets quoi sur ta pop-up ? Ça dépend du projet, et ça dépend du côté un peu putaclic qu'on peut les chercher. Les petites roues, c'est sympa. Il y a plein de gens qui disent ça fait trop dropshipping. Oui, et ça marche. Ça marche super bien. Ouais. Donc, on teste des petites roues. On peut tester aussi des e-books ou je sais pas, des recettes, des cadeaux, des jeux concours, tenter de gagner un an de nos produits. Franchement, y a pas, je suis pas sûr qu'il y ait une vérité absolue parce que ça dépend de chaque marché, de chaque produit, de plein de choses en fait. Donc, Welcome Flow, panier abandonné et post-purchase. Très basique, hein, parce que bon, t'as pas forcément besoin de faire du win-back ou du abandon non, c'est abandon de checkout que je fais, parce qu'au début, le abandon de panier qui est plus sur ta clientèle existante, t'en as pas réellement, donc je le mets même pas au début. Et après, gros travail sur la newsletter. Aujourd'hui, la newsletter, ça marche quand même très bien. C'est quoi la fréquence que tu recommandes pour une marque qui est... 2 mails semaine. 2 mails semaine, ok. Ouais, 2 mails semaine, et on organise, moi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est des push OP, 3, 4, 5 fois dans l'année, avec des temps forts, où là, on envoie forcément plus de mails, on fait plus d'ads. On va en parler un peu. On gratte... Ah, tu veux en parler juste après? Oui, tu peux y aller, mais ça m'intéresse. Pardon, je t'ai coupé, tu disais? Non, je pense que je sais même plus ce que je disais. Tu parlais des différents flows un peu... oui, donc flow, tu as les 3, tu as checkout abandonné, welcome, post-purchase. 2 newsletters par semaine. 2 news semaine. Elles sont toujours un peu commerciales. Il y a toujours un petit encart commercial avec un code promo, quelque chose, parce que c'est le but d'activer un peu et de transformer. Super, hein, toutes les marques qui racontent des choses pour raconter des choses, c'est bien. Mais moi, j'aime bien aussi les newsletters pour vendre. Tu as un benchmark d'une marque qui fait... Je prends un peu une moyenne, tu vois, mais genre 50 euros de panier moyen, 40-50 euros de panier moyen, e-com, full meta, tu te dis... pourcentage qui provient du CRM, de mon CRM? 30%. 30%, c'est pas mal. Moi, j'ai pour l'avoir gardé un peu sur toutes les boîtes, 30% c'est bien. 30%. On a 30% en général. Ça peut être 25, ça peut être 32. 30%, c'est, je pense, quelque chose qui est assez commun. Et ça, tu reco aux marques de le garder, de l'externaliser, de le garder en interne? Moi, je l'ai géré moi-même et j'écrivais les mails d'Exode pendant 3 ans, je crois. Okay. Là, on vient tout juste de le déléguer. Pour professionnaliser, pour rendre ça peut-être un peu plus beau, parce que je ne suis pas directeur artistique. Moi, je suis un grand fan du texte brut, des mails vraiment à l'arrache qui sont écrits à la place du fondateur, qui marchent très très bien. Donc, on est tout à fait capable, notamment avec l'IA aujourd'hui, de prévoir un mois de planning, un Figma, un Canva avec quelques belles images, et puis c'est réglé. Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de l'externaliser au début. Ouais. Bah, c'est des coûts en plus. Ça coûte de la marge. Et les bonnes agences coûtent assez cher là-dessus. Les temps forts, ça m'intéresse de savoir un peu la strat. C'est quoi grosso modo un peu ton approche là-dessus? Est-ce que tu as une orchestration classique, tu fais du list building et derrière des offres un peu privées? Est-ce que tu as un peu des trucs qui... Moi, sur le premier million, enfin sur le sujet du podcast, je fais pas de liste VIP, en fait c'est du très très basique, il y a des dates qui sont prévues, généralement c'est des offres qui sont assez éphémères, ça dure pas 3 mois. Il y a des ads, un site qui est remis au goût du jour selon l'offre, où tu peux pas rater l'offre, il y a beaucoup de FOMO généralement sur le site à cette période-là, et énormément de créas qui sont dédiés à cette opération-là, avec des campagnes dédiées évidemment, et beaucoup de CRM, 2 mails par jour, avec alternance de newsletter, puis texte brut, mais par contre pas de VIP, des trucs comme ça, parce que je ne serais pas capable de calculer l'incrément au vu des budgets dépensés, de qu'est-ce qu'on a testé, à l'époque avec Nali on l'avait fait, c'était pas incroyable. Je sais que c'est devenu monnaie courante dans le secteur de
tu dois faire de la VIP list avec un préchauffage, un machin, un truc. Ça marche très bien aussi en faisant les choses plus simplement, ou au moins tu te concentres sur l'exécution de l'offre et c'est difficile d'être au four et au moulin, surtout pour des boîtes qui n'ont peut-être pas encore trouvé les bonnes personnes à qui travailler et qui sont un peu solo. Il n'y a aucun intérêt sur le 0 to 1 à faire de la VIP list. Donc, ça peut très bien performer sans. Donc gros ads qui mettent l'offre en avant, qui redirigent vers le site aux couleurs, offre pensée avec de la FOMO. Voilà, et CRM à gogo. Et là tu pousses les budgets forts sur ces périodes-là. Ouais. Et on profite généralement de ces offres-là pour passer des paliers dans la croissance. Ok. En fait, c'est généralement là où derrière tu fais un gros gap. Quand tu fais ta première offre, je sais pas, nous on fait les Collagen Days, les Nigel Days, les Days à gogo, de tout ce que tu veux. C'est pas les French Days, c'est nos périodes à nous. Il y a des petites techniques, mais on essaye toujours on connaît un peu nos concurrents maintenant, donc on essaye toujours d'être un peu avant parce qu'on sait qu'ils font eux aussi toujours les mêmes offres. Sur une fin de mois, début de mois, comme ça les gens ont leur argent. Le Black Friday, nous c'est fin octobre, début novembre maintenant. Par contre, le jour du Black Friday, il n'y a même pas de Black Friday, mais on est venu chercher toutes les parts de marché avant, le pouvoir d'achat des gens. Donc toujours sur un début de mois, jamais en même temps que je sais pas, les soldes. On essaie de trouver une période où vraiment il n'y a pas aucune offre sur le marché pour que ce soit nous les plus sexy. Et là, tu arraches tout sur les budgets. Et là, on fait un mini BP de l'OP. Combien on essaye de faire, combien on aimerait faire, target haute, basse, combien on peut mettre de budget marketing. Et si ça démarre mieux que prévu, on rajoute. Mais... C'est assez smart parce qu'en plus, du coup, tu arrives à lisser sur des moments où c'est plus creux en saisonnalité. Parce que tu crées tes propres temps forts. Ouais. C'est intéressant parce que j'ai reçu Pimpan le Baptiste, le fondateur de Pimpan. Je crois que tu as bossé avec on a bossé ensemble chez Kudak à l'époque. Ouais. On le salue. Je le compte un peu dans les 0 to 1 s'il nous écoute parce que c'était le lancement de Juliette à l'époque qui est devenu Pimpan. Oui, c'était le lancement. On a fait un peu 0 to 1 aussi ensemble. On avait pré-lancé. Ouais. On le salue s'il écoute. S'il écoute le podcast. Et du coup, lui, on avait un peu analysé sa marque notamment, et ils sont très très forts à créer leur propre temps fort. Parce qu'ils font beaucoup d'OP qui sont orchestrés en fait de A à Z. Tu vois. Bon, ils font évidemment les Black Friday, etc. Mais ils ont quasiment un temps fort par mois qui est vraiment créé de toutes pièces. Et je trouve ça assez cool parce qu'en fait, ça te permet de vivre en e-com et t'as le fil rouge. Mais en fait, si tu fais de l'animation commerciale derrière, comme en magasin au final, tu fais plus de chiffres. Quoi. Je suis 150 milliards de % d'accord avec ça et je réfléchis de la même manière. On se crée toujours nos OP, nos trucs, quand personne ne fait rien, comme ça fait des très gros chiffres. Et je suis pas trop... je suis à l'aise avec le fait qu'on peut faire de la promo. Le but, c'est pas de faire moins 40 toute l'année, évidemment, mais tu vas faire de temps en temps un week-end livraison offerte, un petit produit offert de temps en temps, 2+1, palier progressif, code promo. Il y a 50 manières de faire des remises et des opérations. Ça abîme pas la marque, selon toi ? Non, alors, il faut pas dépendre de ça. On connaît, je suppose, toi et moi, plein de marques qui sont pas à leur prime à cause de la promo. Faut pas en abuser. Moi, je te dis pas d'en faire tous les mois non plus, mais en fait, alors, je justifie. Certaines sont relayées uniquement sur le CRM. Certaines ne sont pas reliées en CRM, mais uniquement en ads. Jamais, il y a très peu d'offres, mis à part nos temps forts à nous, qui on a 3-4 dans l'année. Là, on relaie partout. Sinon, certaines, on les teste juste des fois en CRM sur nos clients qui ont commandé plus de 2 fois, des fois juste en ads, en retargeting. On essaye juste de faire vivre le truc. Sans que ce soit la même promo où la personne sait que le mois prochain elle aura exactement ça. Ça change tellement souvent que un jour ça va être un petit code promo, mais 20%, ça c'est jamais 30, 40, 50, 60 parce que là tu dégrades ton image. 20% grand max ou 30% énorme maximum si c'est le Black Friday. 2+1 offert, dans la tête des gens c'est pas réellement un prix barré. C'est un produit que j'ai en plus, donc là t'as un super panier moyen, donc c'est super cool. Donc ça marche très très bien, notamment dans le complément. Les petits produits offerts, généralement t'as toujours un peu de stock sur un produit à forte marge, tu le mets dans les commandes pendant 3-4 jours, c'est éphémère, les gens oublient et en fait ils savent pas quand est-ce que ça va revenir. Ça marche très bien aussi. Le fait de varier et de pas leur mettre toujours les mêmes offres, je pense que tu dégrades pas trop ton image. Et puis surtout, ça leur donne une raison de passer à l'action maintenant parce qu'ils savent pas potentiellement si cette offre reviendra un jour. Ouais. Et vu que tu en as tellement de différentes, tu fais jamais 2 fois la même par an. T'en fais combien à peu près toi par an avec les marques que tu accompagnes ? Je dirais entre 3 et 5, 4 du coup. Donc ils sont créés de toutes pièces et après tu fais un peu les Black Friday, French Days et tout ? Non, même pas. Ok. Non.
French Day, je crois qu'on l'a jamais fait d'ailleurs. Ou alors c'est un mail 2 jours, enfin c'est au dernier moment, mais pas de relais ads ni rien. Non, je pense qu'il y a 4 temps forts, plus potentiellement 2-3 relais CRM par-ci par-là. Mais des gros temps forts, il y en a 4. Ouais. Ok. Ultra intéressant cette partie temps fort. J'aimerais qu'on aborde un volet aussi sur la partie organisation et mindset. Alors ça fait un peu vendeur de, wow. de formation e-commerce. Qui est cliqué sur le lien pour télécharger le livre blanc. Mais tu le disais en préambule, il y a quand même un certain type de fondateurs avec qui tu as évidemment un feeling, mais avec qui tu as aussi peut-être plus de confiance dans le projet dans lequel tu vas te lancer. C'est quoi le type de fondateur qui est câblé pour toi pour passer les 1 million et aller bien au-delà? On leur souhaite évidemment, mais... Comment ça, le type? C'est sa manière de voir les choses? Ouais, c'est plutôt la vision? Est-ce que tu as des profils, tu vois? Est-ce que c'est des gens qui sont acharnés? Est-ce que c'est des personnes qui sont plutôt bosseurs? Est-ce que c'est des gens qui n'ont pas peur de prendre des risques? C'est des excellents... Alors, je pense qu'en 1, c'est des gens qui exécutent à merveille très rapidement et qui sont des brutes d'opérationnels et qui sont pas là à se faire de la branlette intellectuelle, mais dès qu'il y a une idée, c'est mis en place dans la seconde. Parce que moi, je fonctionne un peu comme ça aussi. Et du coup, il y a des bonnes synergies où on a une idée, boum, on la met en place, on teste. Et le lendemain, limite, on commence déjà à voir si ça marche ou pas. Je pense qu'il faut avoir une prise de décision rapide et être très bon exécutant. Il faut croire, un peu comme un vendeur de tapis, malheureusement, mais croire à 5 milliards de pourcents en son produit et vouloir le dire à tout le monde. Les bons communicants, on les voit, on parlait de Flytex tout à l'heure, Hugo est très fort là-dedans. Il est passé sur Legend d'ailleurs. Ouais, c'est un très bon move et j'en discutais avec d'autres qui disaient je sais pas si c'est un bon move. Je dis je suis sûr que c'est un très bon move. Je suis curieux d'avoir le je bilan. Je pense qu'à terme c'est un bon move et lui par exemple il incarne parfaitement sa marque, il est trop fort, il le crie sur tous les toits et je pense que c'est un plus pour n'importe quelle marque. Tu prends Khalis de chez Exode, il le fait bien. Romain et Seb de chez Humble, ils incarnent très bien leur marque aussi. Céline de Rebelle, top. Nadir de Naali, top. Je pourrais t'en citer d'autres. Dimitri de chez Penup, Dim, s'il me regarde, je lui passe le bonjour. Et il est passionné de son produit, ça se voit, ça se sent. Même si tu as des copycats chinois à moins cher, en fait, les clients viennent chez nous parce qu'il y a un univers et tu as envie, t'as envie de suivre ces personnes-là. Donc, exécution, prise de décision, incarnation et communication. Okay. Je pense que c'est à peu près tout. Est-ce que t'en as... c'est un peu débile comme question, mais je pense que le fond de ma pensée, c'est essayer de lever un peu le voile sur ce que ça implique, tu vois, en termes d'investissement personnel, tu vois, de lancer une marque, parce que c'est pas un truc que tu peux faire en side, c'est pas un truc que, tu vois. Est-ce que, toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Est-ce qu'il faut vraiment mettre énormément de taf au début? Est-ce que les fondateurs que tu vois réussir, ils s'envoient des 80 heures semaine? Est-ce que, tu vois, est-ce qu'il y a ça Tous sont acharnés et vivent pour leur boîte. Et moi, j'adore ça, parce que moi, je vis pour mon taf aussi. Et donc, je pense qu'il y a quand même une corrélation entre implication et réussite. Tous ont des périodes de doute, des périodes où ils sont à 2 doigts de craquer, mais j'ai l'impression que ça fait partie de la réussite quand même. Donc j'ai du mal à croire, sauf si tu as beaucoup de cash et une tonne de prestataires, mais ce que ne peuvent pas se permettre la plupart des marques au début. J'ai quand même l'impression qu'il y a je perds mes mots, mais qu'il y a une corrélation entre je donne tout ma vie dans mon projet et je réussis ou non. Et j'ai du mal à croire que avec peu de moyens, quelqu'un qui passe en mode side 1 jour sur 2 arrive à avoir une croissance rapide. Je suis assez en phase avec toi. C'est pas forcément t'as un peu un courant de je sais plus comment il dit ça, mais c'est don't work harder, work smarter. Donc en gros genre moi je pense qu'il y a quand même surtout quand t'es dans 0 to 1, peu importe ton business, je pense que t'as besoin d'y mettre toute ton énergie, tout ton focus, tout ton temps pendant au moins une période de temps limitée et après prendre du recul, etc. Mais j'ai rarement vu, moi, de mon prisme, des fondateurs ou des fondatrices réussir en peu de temps, parce que tu peux le faire sur 10 ans, ton 0 to 1, mais le faire en, je sais pas quel est le temps moyen, tu vois, sans avoir mis cet effort assez intense. Je pense que ça se fait en 1 an,
Ça peut même se faire en beaucoup moins d'un an, parce que je pense que tu as vu des croissances assez exceptionnelles. Bon, faut pas tout prendre pour la norme, mais en un an, c'est amplement faisable. Par contre, et moi je crois que j'étais en train de compter dans ma tête avec qui je bosse, c'est tous des gens qui sont matrixés par leur projet. Et qui vivent pour ça. Et le week-end, samedi, dimanche, WhatsApp, on s'appelle. Alors oui, hein, c'est pas forcément la vie de rêve qu'on vous vend sur les réseaux, mais je crois que je bosse qu'avec des passionnés, moi. Tous les gens sont fous de leur projet. Et tant mieux, du coup. Tant mieux, en fait, c'est stimulant, quoi. C'est un vecteur de choix. En fait, je crois que dans le feeling avec dans le fit humain, c'est ça que j'aime bien. Bon, ça fait un peu toxique comme mec, mais en fait, je pense que ça permet de gagner des années de croissance, à mon avis. Je suis d'accord. On arrive tout doucement à la fin de l'épisode. On a déjà couvert pas mal de trucs. J'ai encore quelques petites questions pour toi, Thibaut. Est-ce que, à ton sens, c'est encore possible aujourd'hui de faire du 0 to 1 en e-com en 2026 ? Évidemment, oui. C'est même plus facile que jamais avec nos amis les IA. Je veux dire, on peut créer un produit de toute pièce avec un rendu incroyable. On peut le vendre en précommande, même sans l'avoir. Donc oui, je pense que c'est plus facile que jamais de tester. La créa, c'est devenu plus facile aussi. Oui, évidemment qu'on peut. Bootstrap ? Ouais. Et sinon, moi, j'ai plus de taf. Non, mais c'est intéressant parce que c'est sûr. En fait, t'entends beaucoup... On entend ça, je pense, tous les cycles, tous les 3-4 ans, on dit en fait, méta c'est fini. Et t'es à l'époque du drop où tu te disais, l'âge d'or du drop est fini. Je pense que ça évolue. Mais... Tout évolue, ouais. Et moi, je pense que, de toute façon, on voit la croissance du e-commerce en France et dans le monde. Il n'y a pas eu de récession, je crois. Chaque année, c'est toujours plus gros. C'est énorme. Il me semble que les gros, alors, les Amazon et tout, forcément prennent une part énorme du business. Mais... il y a aussi, vu que ça monte en absolu, il y a toujours plus de place pour les petites marques aussi. Bien évidemment qu'on peut. Combien de temps réalistiquement pour un fondateur En un an, je pense que c'est amplement jouable. Qui fait ça lui-même, sans accompagnement, tu penses en étant Alors sans accompagnement, j'en sais rien, mais moi, si je rentre sur un projet, on le claque en un an. Idéalement, quand même, oui. Ok. Si quelqu'un nous écoute, et qui veut passer, qui veut faire un 0 to 1, qu'il est par quoi il commence demain, qu'est-ce que tu recommandes ? On n'a pas déjà parlé tout à l'heure. C'est où ? Ok. Il bosse ses offres, il fait des créas et il passe son temps à faire des créas. Et une erreur à pas faire ? Une erreur à pas faire. Il y en a potentiellement beaucoup à pas faire. Partir dans tous les sens. Okay. C'est-à-dire faire la RP, commencer à lancer sur 10 régies, passer par des agences d'influence. Je pense que faut pas se perdre. À mon avis, tu fais méta et un point, c'est tout en fait. Méta, créa et... Créa évidemment. Méta. Après des erreurs... T'en as vu ? Je pense que j'en vois tous les jours, mais alors te les citer là, tu me prends un peu de cours. Je discute de temps en temps, alors je te dis, j'ai jamais pris de projet depuis 18 mois là, quoique j'en ai pris un récemment, mais j'ai quand même discuté avec plein de boîtes. C'est vrai que y en a plein qui font plein d'erreurs. Est-ce que c'est parce qu'elles savent pas trop vers où aller et du coup ils ont envie un peu de toucher à tout, de refaire son site 50 fois, de faire un rebranding, tout ce genre de conneries. Je comprends qu'on veuille le faire, mais en fait pour moi c'est juste c'est créer un méta et ça va pas plus loin quoi. Et après challenger les offres. Une fois que et si avec ça tu fais pas déjà 1 million, c'est recommence quoi. On t'appelle du coup. Non, on m'appelle même pas, mais on recommence sans cesse. Ouais. Offre, créa méta, et puis jusqu'à temps que ça tourne. Ouais. Bon, si au bout de 10 fois ça tourne pas, on arrête et on change de projet. Voilà. Lever des fonds, je pense que c'est un peu une connerie aussi dès le début. Ouais. Ou alors il faut qu'il y ait vraiment un besoin. Trop de gens qui lèvent des fonds pour que ce soit un peu stylé, pour la famille, les proches et faire un post LinkedIn. Oui, mais pourquoi ? Puis surtout, mieux vaut lever, si tu as besoin de lever plus tard et te diluer beaucoup moins qu'au début, lâcher, faire du salariat déguisé quoi. Et si, pardon, je te coupe, vas-y. Une erreur que je vois très souvent parce que je suis en train de voir toutes les erreurs, vouloir faire un développement B2C, B2B en même temps dès la première année, c'est une connerie.
déjà que t'es quasi seul dans ta boîte, si tu mets 100% de ton temps sur le B2C ou sur le B2B, alors je sais pas ce que ça donne quand tu fais que du B2B, mais essayer de faire les deux, tu vas faire les deux à moitié, ça va rien donner du tout, tu seras ni bon en B2C, ni bon en B2B, et tu diras, bah merde, c'est dur. Oui, moi je pense que tu casses tout en B2C, et derrière tu as des portes qui s'ouvrent plus facilement en B2B, et il y a beaucoup de boîtes avec qui je discute qui disent, on veut faire les deux. Et à choisir, bah oui, mais il faut peut-être, je pense que c'est quand même, faut prioriser. Ce qui est un conseil qui s'applique globalement à d'autres choses, finalement, c'est focus, quoi. En fait, au début, tu as un temps, tout simplement. Une énergie et des ressources limitées. Tout simplement. Il faut les diriger sur ce qui a le plus de valeur rapide, donc Meta offre, crée. Meta. Ça me fait plaisir que quelqu'un d'autre le dise sur ce podcast. Il y a pas mal de gens qui sont Meta-friendly, en tout cas je sais pas s'ils sont Meta-friendly, mais en tout cas qui utilisent Meta pour leur business et ça fonctionne bien. Donc, Ah ouais, on aura beau dire, on a vécu quand même des années avec, T'as une époque où Google, c'était à l'époque où moi j'y bossais encore, c'était en 2016 quand j'ai commencé chez eux. C'était Meta, c'était tu faisais du retargeting à la limite en dynamique. Ah ouais. Acquisition, c'était nowhere. T'avais pas de, enfin genre, c'était pas du tout à la perf. Aujourd'hui, ils sont en train de se faire bouffer Google sur la partie perf, e-com, particulièrement e-com. Moi j'aime bien Snapchat, bon, on n'a peut-être pas l'occasion d'en discuter, mais Snapchat, ça peut marcher. TikTok aussi, c'est difficilement scalable. Mais, Pinterest, je n'aime pas Pinterest, et donc on passe par agence. Et pas sur le 0 to 1. Okay. Parce que je pense que tu as besoin quand même d'avoir de l'enseignement rapide. Pinterest, les paramètres d'attribution, je sais pas trop quoi en penser, c'est pas de l'incrément. T'as des ROAS de 29. Oui, et par contre, sur ton questionnaire post-achat, il n'y a personne qui dit qu'il t'a découvert sur Pinterest, tu vois ce que je veux dire. Je ne crache pas sur les agences Pinterest, parce que je sais que via Humble, on commence à faire des tests, et ça a l'air cool. Mais Humble a passé son 0 to 1 depuis quelques années maintenant. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Thibaut ? En Bretagne. Non, sur LinkedIn, Thibaut Rabardel, et puis... Thibaut Rabardel. Thibaut Rabardel. Rabardel. Exactement, ouais. Tibbs pour les intimes. Tibbs. Est-ce que tu veux passer un dernier mot ou quelque chose pour les personnes qui nous écoutent ? J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Je cherche pas forcément un client, donc me contactez pas en vrai. Là, je suis en train de... Vu qu'il y a eu petit exit, j'ai déjà pas mal de trucs intéressants. Donc normalement, je viens de valider à l'instant, enfin avant de venir te voir, prise de capital dans un super projet, donc je peux pas parler encore. Mais ça devrait être super cool si vraiment c'est ce que je pense. Ça peut être mon prochain, et le plus gros des succès. Donc la personne se reconnaîtra parce qu'on vient de bouffer ensemble. Je dirais pas qui c'est évidemment, mais ça commence à bouger et du coup je crois que j'ai déjà retrouvé les prochains projets, c'est bon. Eh bien écoute Thibaut, on ne peut que te souhaiter plein de réussite et des très beaux scales à venir avec ces marques. Et je vais terminer par une chose. Je t'ai dit que je croyais pas forcément en les agences. Mais bravo pour ce que vous faites quand même, parce que tu es en train de me faire changer d'avis là-dessus. Je considère qu'il y en a beaucoup de mauvais, mais pour bosser avec vous, avec certains de tes gars, enfin de tes équipes globalement, je trouve que vous bossez bien. Donc c'est important, parce que je sais qu'il y a quelques années, j'étais peut-être un de tes haters, et on en a discuté rapidement. Aujourd'hui, bravo, parce que le taf est quand même très bien fait. Eh ben, merci Thibaut. Je n'ai pas payé Thibaut pour ce compliment. Pas encore du tout. On en reparle après le podcast. Non, merci, ça me touche, et content de voir qu'on partage la même manière de fonctionner. Thibaut, mais un grand merci pour cet échange. Très riche, on a parlé de plein de choses. J'espère que pour ceux qui nous écoutent, vous avez kiffé l'épisode, qu'on est rentré suffisamment dans le détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou autre. Et bien évidemment, sinon je ne serai pas mon créateur de contenu. Pensez à mettre un petit like, un petit abonnement si vous êtes sur YouTube, ou 5 étoiles si vous êtes sur les plateformes audio. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et Thibaut, du coup, je te dis à très vite aussi. Salut. Salut Étienne, merci. Ciao. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à en parler autour de toi ou sur les réseaux, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.